Bonsoir et bienvenue sur la chaîne de Planet Wargame. Je m'appelle Vincent et c'est un plaisir de se retrouver pour un nouveau live. Ce soir, je suis en compagnie de Timothée. Comment ça va, Tim? Salut Vin, ça va très bien et toi? Ouais, ça va très bien. Ouais. Et on a également le plaisir de recevoir un premier invité, Nicolas, avec qui on va discuter un petit peu des nouveautés Games Workshop là, et Forge World notamment, qui ont été annoncées ce week-end, parce que c'est assez excitant tout ça. Donc on va avoir l'occasion d'en causer et voilà, plus on est de fous, plus on rit. Donc, Nicolas, comment ça va? Salut à tous, ça va super. Ça va super, je suis super content d'être là. Impeccable. On espère que ça va durer, que ça va continuer comme ça. Bon, on aura un deuxième invité en deuxième partie de soirée. Francis, un autre youtubeur, un collègue youtubeur, voilà, avec qui on a eu l'occasion d'échanger un petit peu. Et il viendra en deuxième partie. On fera un petit dossier cette fois-ci sur la peinture. Au téléphone, il nous a dit qu'il voulait nous parler de la peinture au-dessus de la table. Alors ça, bon, mystère, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais enfin, c'est un youtubeur, c'est un professionnel, quoi. Il doit savoir ce qu'il fait. Alors, pour commencer, Rumor Engine, on y va, Tim? Allez, c'est parti. Voilà, Ne perdons pas de temps. Rumor Engine, c'est une photo, toute petite photo, angle très rapproché d'une future sortie Games Workshop. Voilà, la boîte divulgue ça chaque semaine pour qu'on puisse essayer de s'amuser et se gratter le crâne en essayant de deviner ce dont il peut s'agir comme future sortie. Alors. Hop. Ok. Bon. Qui commence? Tu veux y aller, Timothée? Tu le sens bien, celui-là? Pas du tout. Pas du tout. Je propose que on laisse la parole à Nicolas. Les invités passent en premier. Allez, invité en premier. Allez. Je faisais ça au début, je trouvais que c'était un signe de courtoisie, mais en fait, c'est vraiment les fous dès le début. Tu vois. Ouais, je me lancerais bien sur un truc un peu foireux et sexuel, mais j'ai pas d'idée qui me vient. Donc, un truc Mechanicus. Ça peut être un truc Mechanicus et être sexuel, hein, c'est pas incompatible. Commence à regretter le choix d'invité dès le début. Il y a du mécanique. Il y a du mécanique, ça on peut pas le nier. Oui, c'est vrai qu'on a un axe fileté, des vérins, un bras articulé, ça permet toutes sortes de liaisons mécaniques, oui, effectivement. En fait, ça ressemble tellement à un haut de comment on appelle ça, tu sais, de forêt du pétrole. Ouais, c'est ça. Le haut de la tour, tu vois, et en fait, tu sais, genre ça monte et ça descend, puis ça descend dans le trou, puis enfin, tu trouves du pétrole avec ce truc-là, quoi. Donc, qui ne cesse de bouger, quoi, dès que tu effectivement, ouais. Truc que tu vois ouais, je pensais à un truc qui forait, effectivement, aussi. Ouais, bah. Pour ma part, moi, je miserais sur un futur décor secteur Mechanicus. Voilà. Mais je peux me voter, hein. Ça peut n'avoir aucun rapport. Mais à mon avis, quand même, c'est du décor secteur Mechanicus. C'est une extension de la gamme qui existe déjà, hein, de décors à thème mécanique chez Games Workshop. À mon avis, ça parle fluide Prométhéum. Ouais. Ce qui serait une bonne nouvelle, hein, parce que c'est vrai que la gamme, celle-ci en particulier, Sector Mechanicus, là, elle a été admirablement bien conçue dès le départ pour avoir une forte compatibilité entre les différentes pièces. À tel point d'ailleurs que c'est dommage, c'est presque honteux que de la part de la communication officielle de Games, il y ait eu si peu de suggestions d'emploi du kit en combinant les différentes pièces. Dans le sens où j'avais vu, alors je crois que c'était de la part du sculpteur lui-même, un petit recueil de photos sur Facebook avec tout ce que tu pouvais faire en fait. Avec, oui, il l'a partagé sur Twitter, ouais, c'est ça. Enfin, des trucs incroyables, des grues complètement incroyables, et des trains totalement pétés. C'était vraiment assez impressionnant en fait, le degré de compatibilité entre les plateformes, les silos, les petits cerveaux voleurs, tout ça, qu'on ne suspecte pas forcément au premier abord.
et qui en fait a été pensé en amont. Donc c'est vraiment bien foutu. Et s'il y a de nouvelles petites extensions, un petit kit de décor en plus, toujours dans cette gamme-là, ce même thème industriel, pour moi ce sera que du bonheur. Mais bon, ça peut être complètement autre chose. Ça peut être lié à une faction, c'est vraiment une figurine pour une armée ou un truc comme ça. Voilà. Si vous avez une autre interprétation qui vous vient en tête, n'hésitez pas. Moi, je vais faire un petit tour par le chat en attendant. Non graveleuse, je le tiens. Oui. C'est une vaginette. Oh putain. Non, mais, juste avant de commencer, on disait que le net était le dernier territoire de la liberté, non? C'est pas ça? Exactement. Ouais. On se demandait si on avait le droit de fumer dans les lives sur Internet et on évoquait l'argument des eaux internationales, quoi. Voilà. Un peu comme se trouver vraiment au large d'un océan, d'être sur le net. Donc, du coup, chercher, on ne sait pas non plus si on est censé s'en tenir à une certaine pudeur. Je sais pas. Mais du coup, objectif de l'année 2019, un Planet Wargame sur un bateau façon radio pirate en plein milieu des eaux internationales. Cap ou pas cap, tu vois. Je pense que si c'est juste fumer une clope, boire une bière et faire une blague de mauvais goût, t'as plus vite fait de le faire maintenant, tu vois. Ça sera. Ah, mais je pense surtout, tu vois, le truc, c'est que t'es en mode, ah ouais, genre vous allez louer un chalutier et tout. Non, il y a deux connards dans un vieux. Dans une vieille barque, ouais, au milieu une vieille barque, ouais, volée au lac Daumesnil, tu vois, ramenée jusqu'au bord de la mer là. Ou tu sais les vieilles bouées, les bouées gonflables. Enfin bon, vraiment pas du rêve en tout cas. Je sais pas si cette idée va être retenue en fait. Non, je sais pas. Enfin bon, bref, on saura quoi on a réussi nos vies et que Planet Wargame marche bien le jour où on fait des lives embarqués depuis un speedboat, un de ces bateaux cigarettes, parce que c'est ce que font les gens cool. C'est du jet ski ou du speedboat. Alors, suggestion à travers le chat. Mathieu Blouin nous suggère un extracteur à jus. Voilà. C'est pour ça que tu devrais lire ce qu'il y a avant de le lire à voix haute. Tu vois. Et pourquoi pas un extracteur à jus du Mechanicum, c'est possible. Ils doivent avoir une technologie forcément pour ça, un SCS dans l'Imperium. Alors, le problème, c'est que ça goûte l'huile après. Cédric Loire nous dit une pompe 40K pour les cultes orques. Oui, ça pourrait également être lié aux orques. Ça m'a l'air un petit peu propre quand même, mine de rien. Pour être vraiment orque, ça manque de plaques de tôle pour rafistoler le truc ou vraiment de boulons. Mais pourquoi pas, ça peut être orque encore. C'est tout à fait possible. Zera Dégoût, d'accord, nous dit encore un décor du culte, oui, pour le culte Genestealer, hein, bien sûr. Puisqu'on a déjà vu qu'il y avait une foreuse géante là, liée au culte Genestealer qui était sortie. Du coup, je pense que voilà, la vague culte Genestealer, on l'a vu passer, il y en a encore un petit peu qui arrive, il me semble, si je dis pas de bêtises, ce samedi. Mais tout ce qui sort pour le culte Genestealer, on l'a vu a priori. Et voilà, il n'y aura pas de nouvelles sorties en plus pour accompagner le codex, parce que c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà une armée qui s'est doublée en référence, là. Et donc, à mon avis, ce ne sera pas une figurine pour le culte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tim, au fait, tu n'es plus sur le Rumor Engine, je ne sais pas si c'est intentionnel ou... Si, je l'ai fermé. Ah, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'on nous suggérerait d'autre? Beaucoup de trolls, principalement, beaucoup de conneries. Samuel Cohn nous précise au large du Panama, bien sûr, hein, le live embarqué à bord d'un bateau, bien sûr, il se rappelle. Bien évidemment. C'est touchant parce qu'il se rappelle notre goût pour l'évasion fiscale, a priori. C'est vrai qu'on a beaucoup de délire sur le Panama, c'est récurrent. Je sais pas pourquoi. Nous avons un invité belge aujourd'hui. Première terre d'évasion fiscale pour les Français, les résidents français, hein, je tiens à le rappeler. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah,
Non, l'extracteur à jus était la suggestion la plus sérieuse, hein, surtout. Voilà, des Ce pisteurs. qui montre le niveau. Ce qui montre le niveau. Putain, vous arrangez pas avec le temps, les mecs. Hein. Ou alors, ils descendent avec nous, je sais pas, mais. Ok, bon, bah écoutez, on va en rester là. Je crois que du coup, tout le monde est d'accord implicitement pour dire que bon, bah, l'idée de décor Sector Mechanicus reste la plus probable. J'imagine. Oui. Bah, écoutez, moi, ça, très bien. Franchement, je vous dis, cette gamme de décors, vous avez commencé à la toucher un peu, c'est l'adopter, hein, direct. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Grande qualité, beaucoup de détails, beaucoup de compatibilité entre les pièces. Franchement, royal comme décor. On passe au news, Timmy ? On passe au news. Comme à chaque fois, du coup, on vous propose de commencer les précommandes de samedi. Alors, avec au programme cette semaine du Skaven et du Flesh Eater Courts, une même boîte Carrion Empire, et des derniers kits, en fait, Genestealer Cults qui avaient été annoncés et qui n'étaient pas encore sortis. Alors, du coup, côté Age of Sigmar, donc Carrion Empire, une nouvelle boîte qui voit s'affronter, du coup, les Flesh Eater Courts et des Skaven. Les Skaven qui du coup reviennent sur le devant de la scène à Age of Sigmar. Ça fait partie des armées qui sont très attendues, qui étaient très attendues par les joueurs. Donc ça fait plaisir de voir ça. Les Flesh Eater Courts sont aussi une armée qui a été très appréciée à AOS, notamment avec son nouveau fluff. Oui, c'est la première armée du monde qui fut à avoir été refaite, enfin pas la première, mais parmi les premières armées en fait du monde de Warhammer Battle à avoir été adaptée à avoir un Battle Tome qui lui soit propre lorsqu'a été lancé Age of Sigmar, qu'introduisait pas mal de nouveautés en termes de perception de cette faction-là, vraiment un nouveau fluff complet, etc. Mais qui était vraiment juste du repackaging en fait des kits existants, quoi. Pas de nouvelles figurines. Voilà, ouais. Finalement une gamme très restreinte parce que c'était jamais qu'une toute petite portion de l'armée des contes vampires, quoi, des morts vivants, les ghouls. Et faire une faction à part entière, ça se tenait, ça se faisait pas mal. T'as quand même des doubles kits, des trucs comme ça qui remplissent plusieurs rôles, mais c'était réduit quand même. Fallait être prêt à spammer des ghouls ou des trucs comme ça, quoi. Donc là, a priori, une extension de cette armée-là en perspective, franchement, ça fait plaisir. Ouais. Exactement, ouais. Alors du coup, on va plutôt parler en termes de contenu de boîte. Du coup, donc vous avez une armée de chaque. Vous avez les cartes de War Scrolls, des tokens, le livre de règles et un petit booklet avec des scénarios et un fluff en fait qui va avec la boîte. Et dans les figurines, vous avez 2 figurines exclusives qu'on va voir par la suite, si je me rappelle bien. Pour accompagner tout ça, il y a 2 Battle Tomes. Il y a le Battle Tome Skaven, qui sera accompagné de nouveaux décors pour les Skaven. Vous savez que maintenant à AOS, la spécialité c'est de sortir des décors thématiques pour aller à l'armée. Bien entendu, des Endless Spells aussi. Très sympa cette cloche, j'aime beaucoup. Ouais, je trouve ça plus intéressant que ça. Je sais pas trop ce que c'est ça. Les tourbillons de Malpierre, mais on dirait des champignons, quoi. C'est des blocs de Malpierre. Enfin, des blocs de Malpierre-Pierre. Toujours doubler la dernière syllabe quand tu parles Skaven, a priori. Ah. Ouais, c'est le truc. Ça peut être très drôle ou très lassant très vite si tu croises un joueur qui est à fond dans le RP de sa faction. Et voilà, avec des Rara, voilà, son Battle Tom Tom. Et c'est War Scroll. C'est vrai que c'est chiant. Hein. Oh, ça va très vite. Mais ouais, non, mais tu doubles toujours la dernière syllabe. Au début, j'étais stun, mais après, j'en avais marre. Ouais, des éclats de Malpierre qui, tu vois, virevoltant avec de l'énergie brute.
Bon, ok, très bien. Maintenant, Les cartes seront disponibles. Waouh. Mais pourquoi ils sont montrés en japonais là C'est pas étonnant, ça, par contre. Bah, l'image du site de Games, mec. Que tous les manga fans parmi vous, les Dark Sasuke, me corrigent instantanément. Otono Skaven. Si c'est pas du japonais et que c'est une autre langue et que je suis une brêle et que j'ai pas de culture, n'hésitez pas, hein, allez-y. Il y en a forcément pas mal dans la communauté, mais c'est vrai, pourquoi ils choisissent enfin, cette langue-là spécifiquement c'est pour le cosplay, c'est rare. Pardon? Qu'est-ce que t'as dit? Tu dis ça, c'est du kanji Girac? Ah, oh non. Qu'est-ce qu'on se marre? J'ai pas compris. Le mec avait du mal à répéter quand même ce qu'il avait dit parce qu'il était mort de rire lui-même. Hein. Ouais, c'était ça ou la honte. Mais... J'aime bien, moi je trouve ça drôle. Je tiens, je reste derrière ma vanne. Oui. Non, mais ça. Bon. Ah, les dés en mal pierre les plus classes du monde. Ouais. Non, vraiment magnifique. Ces dés-là, par contre, incroyable. Incroyable. Super. Ouais, ils sont sympas. Meilleur choix de couleur. Ouais. Complètement. Nickel. Complètement. Du coup, comme. Tu vois, ils ont l'air de. Autant je trouve ça en général, tu vois, vraiment pas terrible d'utiliser des dés comme marqueur d'objectif parce que, bon, vraiment la solution du pauvre ou du mec qui a un peu d'imagination, mais autant ceux-là, t'as presque envie de les poser en tant qu'objectif, ça passe, quoi. Ça passe. Ils ont ce côté pierre, tu vois, monolithique. Quoi. Ils sont vraiment bien. Les deux dés qui m'ont marqué là dans toutes les sorties qu'ils s'amusent à faire, c'est les dés de Nurgle. Les mous. Avec la pâte à modeler dans le truc mou. Et ceux-là, tu vois. C'est avec là, tu vois, d'un coup, je suis sûr que c'est le même, tu sais, c'est vraiment le même truc à l'intérieur, mais je suis sûr que c'est aussi mou, mais c'est taillé en pointe, tu vois, tu as beaucoup plus le feeling roche et avec le choix de couleur qui est nickel en fait, et c'est super cool, quoi. Je sais pas si, à mon avis, c'est du hard plastique autour. Hein. Je sais pas. Moi, je pense que c'est du mou. Ah, ouais, tu miserais là-dessus. Écoutez, les autres. Le premier joueur Skaven parmi vous qui précommandera ces dés quand vous les recevrez, faites-nous savoir. Voilà, on a besoin de savoir. Si c'est dur ou si c'est mou. Voilà. Les Skaven sont parlant texture, important pour nous. Non, mais c'est vrai que honnêtement, bon, oui, franchement, plus un point direct pour Games Workshop, c'est qu'ils sont mous. Hein. Les démos, c'est imbattable, quoi. Ça, c'est le truc qui les met 10 ans en avance sur la concurrence, quoi. Pour les dés de Nurgle, c'était magnifique, quand même. C'était magnifique. Carrément. Je me rappelle de personnes en plus qui ont découpé la partie plastique dur en fait et qui l'ont sorti pour avoir que l'intérieur quand ils lançaient leur dés. Enfin, c'est assez marrant. Ils l'ont découpé, il faut traduire par là qu'ils ont fini par le ronger, tu vois. Ils ne font pas en venir à bout avec leurs dents pour accéder à la partie molle. Et à partir de là, ils ont posté leur succès sur C'est des images horribles qui me viennent en tête. Ça va bien se passer, hein, franchement. En tout cas, franchement, la petite ressortie Skaven, alors, on va voir où elle commence, où elle s'arrête. Est-ce qu'il y a de nouvelles figurines dans la foulée, etc. Ça, on le découvrira peut-être, mais en tout cas, nouveau Battle Tome, ça sort de nulle part, c'est inattendu. En tout cas, ou alors vraiment, on se tient mal informé, on fait mal notre travail, mais on l'a pas vu arriver, quoi. En fait, c'est inattendu dans le sens où on l'a pas vu arriver, mais ultra attendu parce que les gens voulaient absolument que ça sorte, tu vois. Ah oui, mais tu vois, il y a le côté wishlist, le côté rumeur, quoi. Exactement, ouais. Oui. On va pas confondre les rumeurs et les wishlists. Exactement, ouais. Et du coup, en même temps que le Battle Tome Skaven, il y a le Battle Tome pour les Flesh Eater Courts. Donc, remise à jour, enfin, update du précédent, nouvelle capacité d'allégeance, règles approfondies, etc. Tout ce qui fait que AOSV2 est un excellent jeu. Pour aller avec, comme d'habitude, les War Scrolls et puis la carte de token. Des Endless Spell. Endless Spell. Ils sont sympas, les chevaux. Ouais, vraiment.
Là, vraiment. Je sais pas, je joue pas à AOS, mais je me les prendrais bien juste pour les peindre, quoi. Ouais, carrément. On parle quand même surtout de celui du milieu, je pense, hein, avec la. Ouais. Ouais, c'est vraiment le plus frappant. De celui-là, oui, oui, bien sûr. Oui. Moi, j'aime bien celui-là aussi. Ah, il est très bien. Enfin, celui-ci a un côté Dark Sorcery, Sword and Sorcery, je veux dire plutôt, dans le style, dans l'esthétique, assez classique, qui est assez sympa, qui est un peu vintage, tu vois, c'est marrant. Mais putain, les chevaux d'outre-tombe, là, magnifique. Ouais. Même la barrière, au final, est valable. Après, c'est vraiment juste... Enfin, c'est la première fois que une armée a trois endless spells, en fait, qui sont bien, quoi. Oui, en général, ouais. La barrière est pas pétée, dans le sens où, si tu veux, sur les autres... Enfin, si, oui, elle est abîmée. Mais dans le sens où elle est pas... en fait, c'est celle qui colle le mieux à l'armée. Dans le sens où, si tu veux, c'est pas un espèce de rocher corail qu'ils ont essayé de faire et dont le rendu est assez imprécis. C'est pas une vague d'autre chose. C'est pas une nuée de rats où tu vois pas trop le côté, tu vois, où t'as un effet qui est pas pareil. Là, c'est vraiment un truc où tu vois ce que ça fait tout de suite, quoi. Ouais. Je trouve que c'est le mieux fait à ce niveau-là. Ouais. Franchement, enfin. Non, mais la sculpture des chevaux, quoi, mais démentielle. Et c'est là où je m'aperçois, notamment en tant que joueur Tom Kings, à quel point des chevaux ghouls, tu vois, des chevaux morts-vivants, des chevaux zombies en fait, si on veut, ils sont plus classe que des chevaux squelettes quand même. T'as un côté, tu vois, le squelette du cheval, bon, t'as un côté tout de suite très spooky, très l'étrange Noël de Monsieur Jack, quoi. Là, tu retrouves les lignes fortes de la silhouette du cheval, mais avec une tête maléfique, quoi. Mais t'as un côté quand même intimidant. Oui, ça a plus de corps. Enfin, sans mauvais jeu de mots. Ouais. C'est ça. C'était pas voulu. C'est ça. Even in Death, I'm still buff, quoi. C'est, tu sens quand même là. Oui, tu sens. Là, l'odeur, elle est là. I'm still buff. Ça va, ce Manguero? J'essaye de nous vendre ça pour de la viande de bœuf. Bon, autre petit décor, le trône de Charnel Throne. Le Charnel Throne. Qui est, je crois, Enfin, il y avait eu un kit de trône pendant un temps. Ah ouais, je sais plus s'il est encore visible. Mais, oui, je pense qu'il est encore disponible. Ouais. Le bon vieux trône. Oui, à l'ancienne. Donc bon, un ancien kit, quoi. Côté Genestealer. Alors là, bon, bah, c'est que des kits qu'on avait déjà pu apercevoir, dans lesquels on en a déjà parlé à nombreuses reprises. La sortie de l'Achilles Ridge Runner, donc le véhicule à 4 roues avec le laser minier lourd. Je suis super fan. Hein. Ah, il est génial, hein. Incroyable. Avec le pointeur laser de Lascar lourd, monté sur le véhicule. Ça. Celui-là, il te donne un 747 instantané, quoi. Ah oui, instant kill. Le pouvoir de T'enlèves du pilote et après tu traverses tu traverses l'avion, tu vois. Le pouvoir de nuisance à l'UGC Cinécité est sans pareil, ouais. Super dans ce petit véhicule, n'empêche. C'est vrai que on l'avait pas vu la semaine dernière, je crois, parmi les. Enfin, on l'a pas traité en tout cas dans les news de la semaine dernière. Parmi les sorties Kull Genestealer, on avait déjà des visuels. Il est quand même magnifique. C'est vrai que quand le Goliath était sorti pour la première vague Kull Genestealer, je trouvais ça dommage de ne pas avoir un autre petit véhicule en complément en plus, ne serait-ce que pour la variété, mais quand même avec des lignes un peu comme ça, nouvelles, qu'on a exclusives en fait, qu'on n'avait jamais vues, spécialement dans l'univers de 40K. Je trouve que celui-ci est sublime. Et encore une fois, pas mal de joueurs Astra Militarum qui vont s'en donner à cœur joie, à mon avis, avec ça. Pour voilà, des conversions, des trucs comme ça. Mais en revanche, le petit inconvénient, je trouve, par rapport au Goliath, c'est que
on ne ressent pas le côté véhicule civil détourné autant. Il a un aspect plus militaire dès la base, tu vois. On a l'impression que c'est un véhicule léger militaire, quoi. Mhm. Et le côté insurrection de mineurs, enfin de prolos, tu vois, cul Gene Stealer. Ce qui est sympa, c'est le détournement d'ustensiles, on va dire, civils, quoi. Tu le ressens pas autant, là. Le fait que les mitrailleuses soient intégrées à la coque, etc. Ça joue. Mais bon, il est beau, quand même. Il est beau. Ouais. Très très sympa. Moi j'ai un vrai faible pour le spotter féminin en fait. Je trouve ça vraiment cool d'avoir mis une figurine de culte tu sais, féminine en fait en passager comme ça. Je trouve ça Ah oui, tu les aimes vraiment chauves. cool. Tu les aimes chauves, on a compris. Ok. Pour les fans d'Aberrant, ils sortent nouvelle figurine. Celui-là, c'est le Biophagus. Non, non. C'est trop tard. C'est trop tard. Bon, bah d'accord. Donc, le Biophallus. Biophagus. Hmm. Avec un G, messieurs. Avec un G. Le Biofabius, ouais, voilà. Ouais. Parce qu'évidemment, enfin, Le Biofabius. les joke, ça passe pas, mais alors les Biofabius et les dioramas des sangs contaminés, ça passe, tu vois, il n'y a pas de problème. Ça, c'est OK, quoi. Bon, bah d'accord. Je vais vous laisser là sur celui-là. Non, c'est pas grave. Je vous laisse un petit peu de scroll vers le bas. Wikipédia plus tard, après le Non, mais enfin, t'inquiète pas, j'ai compris la blague. C'est juste que- Il a décidé Là, d'ignorer. vous avez pris une pente, si tu veux, et je suis en haut et je vous regarde dévaler et je dis que je saute pas avec eux, tu vois. J'ai dit, pas trop ça, non. Oui, ouais, pas de problème. Bon, avance. En tout cas, il est beau. Il est beau. Ouais. Tu sais qu'il y a quand même le travail d'un honnête sculpteur, un passionné qui s'est fait cuire le cul à concevoir cette superbe figurine, et nous, on fait un troll de merde sur le nom, quoi. Non, faut être sérieux un petit peu. Il est magnifique. Son man catcher là, scientifique, espèce de drôle d'ustensile là, sa pince, superbe, je trouve. Moi, j'adore. Vraiment superbe. Ouais. Faut aimer prendre les fioles. Bah, je suis un fan du nouveau Cult Gene Stealer, en tout cas. C'est beau, hein. Ouais. Beau, hein. Disons que ça, en plus de la gamme déjà existante, ça commence à en faire une armée vraiment avec un attrait phénoménal, quoi. Toutes les figurines sont récentes, toutes les figurines sont splendides, pleines de caractère. Non, c'est beau. Hein. Bon, après, Très, très sympa. Voilà, le petit chimiste Gene Stealer, là, un peu pur strange. Je sais pas. Le stagiaire. Ouais. Bon, faut aimer, quoi. Je suis pas hyper convaincu par les familiers Gene Stealer, en fait, qu'ils ont introduits dans la nouvelle vague. La nouvelle vague. Mais... Gene Stealer, tu l'aimes, mon Gene Stealer? Oui, voilà, ouais, le Gene Stealer Cocoto, whatever. Je suis pas fan, mais c'est... Les griffes, tu les aimes, mes griffes? J'adore le délire, en fait, familier. Allez, viens dans mes 4 bras. Mais, je sais pas, avec des Gene Stealer, je trouve que ça passe moyen, en fait. Le côté kawaii, mignon, ouais, bof. Moyen. Enfin, voilà. Pas quand c'est mignon. Mais ouais, non. T'as une drôle de définition de mignon, parce que personnellement, je rencontre ça dans une ruelle sombre le soir. Je fais pas le malin non plus. Il y a un côté attachant, enfin, c'est l'acolyte de tout génie du mal qui se respecte, tu vois. C'est un peu fébrile, mais qui exécute les ordres, quoi. Il a quand même un côté vénère, hein. Il est pas non plus. Et t'as vu ses dents? Il est pas plus rigolo, ouais, voilà, ouais, que tu as de grandes dents quand même. Hein. Ouais. Ok, il a ça pour lui. Bon, en tout cas, si tu veux un autre familier rigolo, il y a celui qui va avec l'aberrant, avec les aberrants, avec l'abominant, pardon, le chef des aberrants. Ouais, excellent. L'aberrant alpha. L'aberrant alpha. Yamino Kenshin nous dit le côté un peu cartoon me gêne, Stealer.
Damien Jérôme gêne mon Steeler. Bon, vous pourriez encore aller loin là-dessus. Mais ouais. C'est drôle, ça, dis donc. Thomas Rodrigue me comprend, je pense, quelque part. Il nous dit « C'est censé être le Xenos le plus terrifiant de la galaxie et il est réduit au rôle de Pokémon. » Bah, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. J'apprécie le côté familier, quand je dis familier, le côté familier de Games Workshop, mais le côté, le petit serviteur, le petit acolyte. J'aime bien cette idée, mais je trouve que... Tu les trouves trop kawaii, quoi. Voilà. Avec un côté plus humain, en fait, 90% humain, 10% Steeler, tu aurais eu l'aspect... Malsain. Vraiment, parce que Ouais, c'est pas faux, ça se tient. Tu vois ton enfant avec une gueule comme ça, là, tu vois, là, tout à coup, ouais, là, ça me parle. Là, c'est bien glauque. Mais c'est vrai que sinon, il a un côté un peu mignon. Ça donne des idées de conversion, ça. Ouais, carrément. Du coup, ces 2 kits, c'est ceux qui étaient dans la boîte Tous and Clos. Et du coup, maintenant, ils seront disponibles séparément. Ah ben, je les avais pas vus passer. J'adore celui avec son panneau de circulation. Ouais, il est très sympa. Ouais, il est stylé. Hein. C'est exactement. Donc voilà, tout ce petit monde, ça, par rapport au petit véhicule là, ce côté sympa de détournement en fait d'ustensile. Alors soit civil, soit juste tu sais d'armes par destination. Je trouve ça sympa dans cette gamme là. Ouais, c'est une circonstance atténuante. Je me souviens de Mathieu Blond nous disait, c'est la suite, mais c'est vrai que Mathieu Blond nous disait, je crois, la semaine dernière, en fait, il était un peu décompensé par notre prononciation de Gene Steelers. Et pour lui, il le prononçait différemment quand il était petit. Alors, je ne sais plus comment il l'avait marqué. Mais c'est vrai que ça, je comprends bien, parce que moi, Gene Steelers, ça m'a pris du temps. Quoi. Enfin, franchement, pendant des années, je sais pas, quand j'avais 9-10 ans, j'appelais ça des gènes stellaires pendant longtemps. Quoi. Pareil, idem. Ouais, les gènes stellaires. Ouais. Et c'est resté les gènes stellaires pendant 15 ans dans ma tête. Quoi. C'est vrai que Gene Steelers, ça fait bizarre avec le temps, mais bon, bah, tu captes un minimum un truc à l'anglais, quoi, au moins un minimum. Tu te dis, ok, ça prend tout son sens, quoi. C'est des voleurs. Ouais, ils volent des jeans, quoi. Oui. Ça, c'est la blague Internet. On est où, là ? Bon, bah, on est sur Internet. Alors, c'est parti. Remarque, moi, je dis encore Gulliman régulièrement. Hein. Oui, tu dis encore Gulliman, ouais. Mais ça, c'est censé se prononcer comment, justement ? Bah, Gilliman. 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 C'est Gilliman. J'avais peur que ça soit ça, ouais. Ouais, non, c'est Gilliman. Guillaume, alors je vois pas pourquoi on dirait Guillaume. C'est comme. c'est pas Guillaume. Non, mais Gilliman, fous-moi le camp. Oh merde. Gilliman. Il y a une question. Gilliman. Non, casse-toi. Gilliman. C'est vrai qu'il y a 2 L. Oh merde. Guillaume Tell ? Pas du tout. Guillaume Tell. Putain, ça se tient son argumentation en plus. Je resterai sur Gilliman pour l'instant. En fait, la logique, c'est toujours est-ce que tu le prononces à la française ou est-ce que tu le prononces comme les anglo-saxons en fait ? Parce qu'eux n'ont pas le gueux, ils ont le en fait direct. Ouais. C'est pas. En fait, en même temps, Guillaume est adapté en William, mais bon. Mais du coup, tu l'appelles pas non plus, c'est le Primarque des Ultramarines, ça va, tu respectes un petit peu. Ah si, je l'appelle William. Williman. Et Williman. C'est ça. Enfin. Bon, bref. Ça, c'est quelque chose qui nous a été envoyé par l'un d'entre vous. Il me semble que c'est David. J'ai peur de dire des bêtises. Je ne me rappelle plus et j'ai fermé la messagerie. Je tiens à m'en excuser. Mais donc qui a remarqué un char dans l'arrière-plan de cet artwork. Avec du coup, en fait, peut-être ce qui nous laisse présager un nouveau kit. Ouais, complètement. C'est vrai que ce qu'on voit à l'arrière, alors
Bon, si tu as la possibilité de zoomer un peu, j'en espère pas grand-chose. Enhance. S'il y a moins, Enhance. on distinguera mieux ce dont on parle parce que c'est pas évident non plus, vu que la créature mystérieuse, en l'occurrence, se trouve à l'arrière-plan. Vous voyez, au premier plan, bon, il y a les ghouls, et derrière, il y a une espèce de bovin à tête démoniaque mort-vivant qui tire un genre de charrette, un peu dans l'idée de la charrette macabre zombie, on dirait. Qui a... Charrette du diable. Ouais. Et voilà, on distingue bien les grosses roues de la charrette. C'est vraiment définitivement une charrette avec 4 roues, vraisemblablement remplie de corps en décomposition. Et ça doit être le garde-manger, en fait, simplement des Flesh-Eater Courts. Et vous voyez un peu le faciès de la bête qui traîne le truc. Voilà, donc ça, vraisemblablement, une future sortie, à moins que ça n'ait absolument rien à voir, que ce soit complètement anodin, c'est un artwork comme ça, c'est l'inspiration de l'artiste. Oui, bon. Il y a un paquet d'années, j'aurais dit oui, c'est ça, puisque souvent les artworks prenaient une direction complètement libre et s'éloignaient de la gamme existante. Mais en général, les artworks ont toujours tendance à correspondre maintenant à des figurines qui existent. Par conséquent, voilà, sûrement un chariot comme ça traîné par une créature monstrueuse, et peut-être aussi un porte-étendard ghoul, comme on le voit au premier plan là. Ouais, c'est pas bête. Rien de C'est sûr. pas bête. Rien de sûr, mais bon, ça se pourrait bien. Donc, on verra d'ici les consoles si jamais il y a quelque chose qui pop. En tout cas, si c'est en précommande, je sais pas, d'ici une semaine ou deux, vraiment quelque chose qu'on n'aura pas vu venir, qui nous aura pas été annoncé. Donc, sympa. Ça serait une belle petite surprise. Ouais, tout à fait. Autant la petite boîte qui, comment dirais-je, opposait là, les Skaven aux Flesh-Eater Courts. On l'avait vu il y a un petit bout de temps, celle-ci, mais bon, c'était essentiellement un repack de figurines existantes au sein d'une seule boîte, voilà, avec juste 2 personnages exclusifs. Mais en tout cas, pour notre part, on n'envisageait pas derrière une ressortie des 2 Battletomes et de nouvelles figurines en plus. A priori, ce sera c'est très bon, ça. Très bon. Alors pour la suite, on a 2 articles en rapport avec tout ce qui a été annoncé ce week-end lors du Horus Heresy Weekender à Warhammer World. Alors, il y a beaucoup de news, il y a vraiment beaucoup de news. On va passer ça assez rapidement, sans trop détailler précisément et sans s'arrêter surtout, parce que sinon, on n'aura jamais le temps d'aborder la deuxième partie du live et discuter avec Nicolas d'autres choses que des news. En tout cas, si vous voulez plus de détails, donc les 2 articles sont disponibles sur notre site et bien sûr sur Warhammer Community, vous avez également aussi les articles originaux avec tout la même chose en anglais. En anglais, ouais. Et en anglais, ouais. Surtout qu'en plus, bon, Nicolas va pas tarder à devoir nous quitter, passer 22h et on recevra le deuxième invité de la soirée, donc c'est vrai qu'on va peut-être couper court, aller assez vite. On touche un petit mot quand même peut-être de Sanguinus au passage, on le voit là sur son socle scénique. Tu peux pas Ouais, bien sûr. Ouais. Obligé d'en parler, ouais. Ouais, non, il est... Parce que je trouve la figure super dynamique, moi. Dynamique, c'est ça. Sanguinus. Ouais. Donc là, on le voit, c'est vrai, par rapport à la semaine dernière, on le découvre là sur son socle scénique. Édition limitée, attention, celui-ci, il fait exception parmi la Characters Series de Horus Heresy, puisque là, l'édition avec ce socle, en plus, ne sera disponible que pour un temps limité, avant de se retrouver vendu très sporadiquement à l'occasion des événements genre Warhammer Fest, Open Day, etc. Et sur certains sites chinois. Non, j'ai rien dit, je n'ai rien dit, je ne lance pas le débat. Pris beaucoup trop à cœur ce truc sur les internationales au début du live, en fait.
Bon, si on arrive à s'en Ouais. tirer à Traqué. en cas d'exhibition manifeste, probablement des spectateurs mineurs, on sera content, quoi. Ce sera bien. Mais oui, c'est sûr qu'il y en a qui vont se faire un plaisir, sans doute. Mais justement, ils ont intérêt à se précipiter à l'acheter dans son édition limitée pour en faire ce qu'ils souhaitent derrière. Mais ça change complètement la perspective de la figurine, je trouve. Mhm. Par rapport à ce qu'on avait vu la semaine dernière, on le trouvait beau, tous les éléments étaient réussis globalement. Je sais pas, je résume un peu, Tim, mais peut-être que la jambe écartée sur le côté, la jambe droite, qui faisait une adduction, abduction, pourquoi je sais pas lequel des deux, donc je sais pas pourquoi je me lance là-dedans en fait, mais qui était sur le côté, ça paraissait un peu bizarre et ça prend un peu tout son sens, je trouve, dans cette pose qui est juste l'archange Saint-Michel, quoi. Donc on comprend tout de suite et c'est très beau. Là, comme ça, je le trouve superbe. Un jeu très très beau. Moi, j'aimerais bien avoir comment dire, l'autre plan, enfin le plan de l'autre côté en fait pour voir le démon. Parce que c'est pas ça m'a pas l'air d'être un prince démon quelconque en fait. C'est juste c'est pas un démon en fait qu'on a l'habitude de voir et du coup j'aimerais bien voir ça plus en détail. C'est pas, Mais en tout cas, ouais, non, c'est pas celui du roman de l'Hérésidorus, mais j'arrive pas à revenir sur le nom. Ah si, sans aucun doute. Voilà, moi je n'ai pas lu ce roman-là, mais il était pas terrible. Mais oui, ça fait forcément écho à ça. De toute façon, que tu vois un truc comme ça, ça fait écho à un roman Black Lib. Bien sûr. Ouais. Sans aucun doute. Donc, je ne saurais pas te donner son nom de démon complet, mais voilà. C'est vrai que tout à coup, la pose, s'explique d'elle-même. Il est vraiment très réussi, je trouve. Le fait de le voir en vidéo, si vous avez l'occasion d'aller, si vous êtes curieux, si c'est pas déjà fait, parce que si vous êtes vraiment, vous comptez parmi ceux qui attendiez Sanguinius depuis un bon bout de temps, vous l'avez déjà vu sous tous les angles possibles, forcément, en cherchant frénétiquement sur le net. Mais on peut le trouver sous forme de vidéo aussi à 360. Et c'est vrai que ça permet de prendre vraiment la pleine mesure du mouvement qui est induit dans la figurine. Les ailes sont légèrement incurvées d'une certaine façon qui donne du dynamisme au tout. Ce qu'on ne voit pas forcément en 2 dimensions. Donc voilà, quoi. Au final, je le trouve magnifique, très réussi comme Primark. Voilà. J'ai une seule remontrance, et c'est vraiment un truc de râleur à la con, mais c'est dans la version avec lance, puisque les 2 versions, non collector, non limité et limité, ont à la fois l'épée et la lance. Voilà, que vous pouvez monter comme vous voulez, alternativement l'une ou l'autre. Mais je trouve que le défaut, c'est que sa main devrait être dans l'autre sens, d'après moi, pour tenir cette lance et pour asséner le coup qu'il s'apprête à mettre au démon. Je peux me tromper. Ouais. Mais je suis assez sûr de mon coup, ça a l'air plus confortable. Ouais. Voilà. Je peux ou pas avoir passé un petit quart d'heure dans la semaine avec un balai dans la main à essayer de simuler le jet. Oui, mais en situation réelle, tout ne se passe pas toujours comme à l'entraînement. Hein. Donc peut-être qu'il s'est retrouvé comme ça. Oui, mais c'est possible après tout. Après, tu veux dire que moi, avec mon balai chez moi, seul, en train d'essayer de mimer la pose du Primark, c'est pas une situation réelle? Je sais même pas comment répondre à cette question. Seulement si tu t'apprêtais à stabber ton chien. Mais bon, voilà, enfin, je sais pas, ça me paraît beaucoup plus logique et efficace et confortable, quoi. Parce que le coup comme ça, non, je sais pas, la résistance du poignet dans le sens là est pas top pour un coup de face, quoi, un coup de vraiment, je sais pas si on dit des stocks pour une lance, j'en sais rien. Donc voilà, c'est le seul truc qui me... Donc voilà, pour aller avec tout ça, du coup, il y aura un nouveau bouquin de l'Hérésidorus
le 8e Malevolence, avec on va retrouver dedans. Celui-là, ce sera avec les White Scars et les Blood, bien évidemment, contre les... Qu'est-ce que j'ai? Attends, je me rappelle plus du tout. Je sais plus. Je sais qu'il y a du démon, justement, il y a du chaos. Notamment parce que vous aurez les règles pour jouer les démons. Et jouer. Donc ça, c'est assez intéressant. Et des Night Lords aussi, voilà. Ouais. Night Lords, exactement. Vous aurez des nouveaux kits aussi qui ont été annoncés pour les Space Wolf. Je suis super les fan. White Scars. Les ça, les Space Wolf. Ouais. Oui, les White Scars, je les trouve pas terribles. Ouais. J'avoue, mais... Ouais, non. Il y aurait beaucoup de choses à dire à chaque fois. Il y a quand même un truc notable, juste on essaie d'avancer, donc on ne s'attarde pas autant forcément qu'on l'aimerait sur chaque figurine, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais pour juste quand même sur les White Scars, ce qui mérite d'être noté, c'est que c'était vraiment la Légion, une des légions, si ce n'est la Légion, qui était vraiment laissée pour compte quoi, dans les résidus russes en termes de sortie Forge World jusque-là. Ils avaient que dalle comme unité spécialisée, même comme truc marqué avec le symbole de leur chapitre. Et là, tout à coup, il y a de la sortie White Scars. Alors je pense qu'il y en a certains à qui ça doit vraiment faire plaisir. C'est sûr que ça fait plaisir. Tout simplement, genre 10 ans les mecs. Je suis en White Scar. Hein. Ouais, ça fait 10 ans. Ouais. Donc c'est quand même une très... Du coup, Forge, on va en profiter pour, dans le même temps, en fait, ils en ont profité pour nous remontrer le nouveau drop pod redesigné, agrandi pour justement mettre vos dreadnoughts dedans. Donc bon, là on a juste l'impression que c'est un peu un dread quelconque, mais l'idée est que vous pouvez juste, vous pouvez rentrer un dread dedans. C'est le retour du drop pod Lucius Pattern. Du coup, tu peux foutre un comment ça s'appelle, un Léviathan ou un truc comme ça dedans, quoi, un dreadnought. Alors c'est pas précisé, c'est juste préciser vos dreadnoughts, tu vois. Ouais. Je suppose que ça, ils prennent en compte tous les types de dread. Ah, je suis pas sûr. Hein. Ouais. T'as lu qu'il était plus grand que l'ancien Lucius Pattern, celui qui proposait. Ils disent qu'il est redesigné, il est agrandi. D'accord, ok. Ouais, ça doit passer alors. Bon, voilà. Après, est-ce qu'un Redemptor Dread passe ou pas? Ça, c'est la question. Également, Raldoron, un héros légendaire des Blood Angels, qui était le premier Chapter Master après la mort de Sanguinus. Un nouveau Knight pour le Mechanicus. Comment elle s'appelle, l'Ordinatus Actaeus. Et ça, c'est marrant, parce que ça, ils nous ont révélé, ils ont montré des images de kits encore en conception, en fait. Parce que ça, c'est les images 3D. Assez marrant de voir ça, je trouve. Et ce qui m'a tué, c'est que du coup, ils mettent en avant sur ces photos le fait que ce soit un jetpack pour Dread. Et bon, si tu veux, on a un live entier à faire là-dessus, quoi. Ah ouais. Je vais même pas lancer le truc. Je dis juste ça. Il met tout le carburant. C'est juste une question comme ça. Je veux dire, attends, il fait 3 mètres, quoi. Je prends cette question, si tu veux, je la mets avec ma remarque et on la met dans un live séparé, quoi. Parce que... Ouais, ça va. Timmy, très professionnel, tu vois, il garde à l'idée le timer, tu vois, du live et tout, et le respect du temps alloué à chaque rubrique. Donc, il accélère, tu vas passer ces trucs-là, tu vois. Et là, bon, un Dreadnought avec réacteur d'Orson. Merde. Ah, non, mais parce que, si tu veux, je sais comment on va partir et ce serait mérité, hein. Ce serait mérité, mais il y a beaucoup d'autres joueurs. Donc, malheureusement, pas ce soir. Vraiment, pas ce soir, quoi. Chérie, on parle. Pas ce soir, chérie. Donc, le Necromunda, énormément de choses annoncées aussi pour Necromunda. Ça, vous savez à quel point ça nous
ça nous fait kiffer. Pareil, énormément de figurines, des mercenaires, des figurines de guildes, les radons pour les Codors, des nouvelles têtes aussi pour les deux lacs, les Delaki, leurs armes. Vous avez énormément de choses. L'épouvantail. Ouais, voilà, le Scarecrow. Un gars qui a vraiment des jambes qui collent avec sa faction. Des figurines trop badass. Je veux dire, la figurine officielle de Bruce Willis. Enfin, il y a plein de choses. Des artworks ultra stylés et des choses qu'on a absolument envie de voir en gang et pas juste en figurines séparées. Enfin, si vous voulez, non mais ouais. Là, on s'arrête pas, on passe rapidement, mais enfin, il y a des. Oh là là là. Franchement, toutes les news qu'on popé ce week-end nous donnent. Il y a de la matière pour 5 lives sans jamais qu'on se répète. Et c'est génial, quoi. C'est génial. Parce que ça, c'était que la première partie. Hein. C'était que la première partie des news du week-end. Du coup, enfin, aussi rapidement. Alors, ça, c'est des fonds étaient extraits de la conférence où justement ils révélaient les choses pour Necromunda, avec certaines images qui avaient été révélées qui étaient des sorties et d'autres qui étaient des mensonges, tout simplement, dans l'idée que ce sont des concept art et que vous ne les verrez jamais. Mais avec Vincent, on voulait vous montrer ces quelques images là de Dust Riders et en fait de figurines qui vivent sur les Ashwaste en fait. Hein. Voilà, vous avez des nomades. Et que ces croquis, ces concept art correspondent aux Ashwaste Nomads que les fans de Necromunda connaissent peut-être. Et voilà, qui sont des nomades vivant notamment en dehors des ruches. Et franchement, cette série de croquis et de concept art, c'est hallucinant. Quoi. C'est très très stylé. Hein. Je trouve très stylé. Ah mais c'est à couper le souffle quoi. Bon alors les guildes, on avait déjà. Si vous voulez. Ouais, après tout le reste, pour beaucoup, c'est des choses qu'on avait déjà aperçues. Si vous voulez trouver, ils sont dans le groupe Necromunda Worldwide. Il y a Pierre Sarrazin qui avait partagé ça. Vraiment, enfin, ça vaut le détour. Allez jeter un œil si jamais vous appréciez Necromunda. Les petits croquis de Ashwaste Nomad que vous avez aperçus là, stylisés, balayés par le vent dans un désert toxique, ne vous inspirent pas. Bon, bah, je sais pas ce qu'il faut quoi. Mais c'est vrai, c'est clair. C'est d'une beauté, enfin c'est incroyable. Je trouve, c'est clair. Promis Tim, je m'éternise pas dessus. Je suis hésitant ici, mais honnêtement, Necromunda, depuis sa ressortie, hein, côté, bon, on va dire Games Workshop, Forge World confondu, c'est le jeu où tu vois apparaître des artworks comme ça, des concept art les plus créatifs, les plus rafraîchissants et les plus audacieux et inspirés de la part de Games, en fait, depuis ces dernières années. Quoi. Tu vois des trucs qui sortent de nulle part et qui sont incroyables. C'est le plus inhabituel parce que c'est pas du Marines, c'est pas de la garde, c'est du civil en fait, c'est du civil. Ouais, il y a ça, il y a cet élément-là qui et des gangs et des choses comme ça que l'état d'esprit des concepteurs, des designers et sculpteurs Forge World a l'air très très audacieux en fait. Tu vois vraiment, ils vont de l'avant en fait là-dessus et ils ont l'air très inspirés en fait. Ils ont l'air très inspirés dans ce qu'ils font. Et ouais, je pense qu'ils attaquent ça avec un certain enthousiasme pour produire ce genre de résultat à la fin. Non, ça a coupé le souffle, quoi. Les petites figurines un peu style vénitienne là qu'on a aperçues ou les Ashwaste Nomads, je trouve ça mais superbe, quoi. Très très sympa. Ouais. Clairement, je suis tout à fait d'accord. Tu joues T'as essayé peut-être Necromunda, Nicolas ou... Oui, j'ai essayé 2-3 parties en fait. Ouais. C'est sympa, mais je manque de temps pour en faire d'autres. Ah, bah, je comprends. Bah, en fait, le truc, c'est que Necromunda, c'est ça la différence fondamentale avec Kill Team. Necromunda vaut le coup, surtout si tu veux faire du jeu en campagne, avec un cercle d'amis très régulier. Et il faut se lancer dedans vraiment à fond et faire au minimum une partie par semaine d'une campagne sur 2 mois, 3 mois, où tu vis, tu manges, tu dors pour ça, quoi. Et... en fait, en disant ça, je parlais de la nouvelle version, parce que la première, à l'époque, il y a
peu près 22 ans. J'y avais joué dans ce mode-là. Vraiment, on avait fait une campagne qui avait duré des mois. On jouait 2-3 fois par semaine et on était à fond dedans. Et si jamais il y avait un personnage qui se faisait tuer définitivement, c'était limite, on était limite en deuil. Donc voilà. Mais c'est ça, mais je pense que c'est un jeu qui vaut la peine d'être vécu un peu que comme ça. Ouais. Enfin, chacun fait comme il veut, mais pour la partie ponctuelle comme ça, board game ou escarmouche, une fois, 3 fois dans l'année, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, tout simplement. Trop complexe en termes de règles pour ça. Faut être dans une certaine habitude de jeu vraiment. Et puis trop riche en fait pour être exploré avec des petites parties complexes, je veux dire ponctuelles comme ça. Ouais. En tout cas, c'est beau. Du coup, pour la deuxième partie du coup des news sur l'Horus Heresy Weekenders, Black Library ou For World et tout ça ont révélé pas mal de choses. Niveau Horus Heresy, en fait, tout simplement, ils ont révélé le titre du livre 9. Enfin, ils n'ont pas révélé le titre, pardon, mais ils ont révélé le sujet, qui sera la croisade de Tramas entre les Night Lords et les Dark Angels. Niveau Black Library, voilà, pardon. Plusieurs livres ont été révélés, avec du coup un livre dans l'Hérésie d'Horus. En fait, l'idée, c'est que ceci est le dernier livre de la série de l'Hérésie d'Horus. Et c'est la première étape, en fait, avant le siège de Terra, qui aura lieu, a priori, au cours de plusieurs bouquins. Ok. Et donc, celui-là est sur Deathguard, mais du coup, au moment de l'Hérésie, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir Mortarion encore forme humaine, entre guillemets. Le livre en gros, en édition normale, une belle petite carte du système solaire au moment de l'assaut sur Terra. Elle est belle. Et ensuite, la dernière chose qui a été annoncée, c'est Adeptus Titanicus, une boîte de Doom of Molech, avec des nouvelles dalles qui sont séparément, des dalles en résine hein, d'ailleurs au passage, hein, ça reste du Forge World, des kits de pointe et de clochers. Il est marrant. De clochers pour aller sur. C'est magnifique. C'est Donc, elle est très sympa et qui vraiment En fait, ces petits kits-là, c'est une boîte plus une boîte plus une boîte. Avec le temps, on va se retrouver à avoir des décors vraiment. Mais c'est une beauté. Vraiment qui vont vendre du rêve. Je suis jaloux, hein, je veux les mêmes trucs pour 40K. Ah, c'est vraiment pas mal du tout. À l'échelle Adeptus Titanicus, c'est tout petit, mais ouais, magnifique. Les coupoles, les arcs, les machins, magnifique. Le prochain supplément, du coup, Doom of Molech. Et il y a aussi eu des nouvelles grappes qui ont été révélées pour les titans, des kits d'upgrade avec toutes les armes que vous pouvez imaginer. Tout sera disponible à priori pour toutes les armes que vous avez disponibles pour les gros titans seront disponibles du coup pour les petits. Et la Grand Master Edition, qui a priori est une boîte qui avait été pas mal demandée, et ressortira en fait sous forme de. Ils le ressortent en fait une nouvelle fois, une deuxième vague. Plutôt pratique si vous voulez mettre la main dessus. Donc ça, c'est tout ce qu'on avait niveau news. C'est déjà pas mal. Et ce qui est énorme. Tout ce qu'on avait, c'est une semaine particulièrement chargée quand même. Alors du principalement. Exactement, ouais. Comment dirais-je dû principalement au Horus Heresy Weekender. Là. Et tout à fait, ouais. Et il y a un tournoi à Las Vegas. Il y a le Las Vegas Open qui est ce week-end aux États-Unis. Et enfin, ce week-end, je crois que ça commence même jeudi. Et Games Workshop a déjà annoncé qu'il y aurait une conférence et qu'il y aura des news très intéressantes à l'issue de cette conférence qui aura lieu jeudi soir aux États-Unis. Donc, normalement, les news tombent vendredi matin pour nous. Ok. Ou alors c'est jeudi soir pour nous, parce que c'est jeudi matin chez eux. Enfin bon, en tout cas, on les aura entre jeudi et vendredi, quoi. Ok, très bien. Donc on en a fini avec toutes les news. Timothée, Exactement. Et il y en avait un paquet.
Alors, Là, si on est toujours sur mon écran, en fait, c'est le Warhammer Heroes. ouais, bah attends, on va peut-être faire une toute petite pause un instant pour demander quand même à Nicolas. Déjà, c'est vrai que toi, tu joues à quel jeu games? Si tu joues, ou d'ailleurs, c'est peut-être que tu fais que peindre, hein, mais Principalement peindre. Je me suis mis il y a pas si longtemps à. Bah, ça y est, putain, j'arrive même pas à revenir sur le nom. Blackstone Fortress. Voilà. Ce qui n'est pas forcément le jeu le plus mainstream de games. Et à Warhammer Underworld aussi. Mais ça, j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, mais je viens de recevoir la boîte et je suis très motivé. Donc voilà. On avait Au niveau. Guldur du Marais tout à l'heure qui nous disait « Tu as bien raison, Nicolas, Underworld est tellement mieux que Necromunda. » C'est ceci, quoi. Incomparable, il le sait de toute façon. Il le sait que c'est pas comparable. Mais donc ouais, Underworld et Blackstone Fortress, quoi. Ouais, mais j'ai joué en fait, je jouais à 40K à Battle à l'époque quand j'étais ado, c'est-à-dire il y a très 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 longtemps. Et puis j'ai plus rien fait pendant des années. Et puis je suis rentré en contact avec le Monde Game Workshop par le biais de la Black Library principalement. Et là, là j'ai réaccroché à mort, mais j'ai pas tellement joué à un moment. Et depuis, j'ai plus une culture jeu de société, jeu de plateau que wargames. Principalement parce que j'ai pas toujours 4 heures ou 5 heures à consacrer à une bataille ou un truc comme ça. Donc voilà. Ouais, mais je peins de tout. Je veux dire, ça m'arrive régulièrement d'acheter des figurines 40K ou AOS pour les peindre, juste pour les peindre. Ah oui. C'est pas mal ça. Pour le plaisir de la peinture, quoi. Ouais. Mais oui, de toute façon, quand tu dis Warhammer Underworld, Blackstone Fortress, on cerne tout de suite, tu vois l'idée, voilà. Plus à quoi ressemblent tes soirées ou après-midi jeux avec des copains, quoi. C'est voilà. Installation tranquille, jeu plus ouvert, accessible, collaboratif avec auprès de plus de monde. Ouais, bien sûr, ça se comprend tout à fait. Hein. Et c'est tout à fait le marché au demeurant que Games Workshop semble essayer de conquérir ces dernières années. Hein. Donc ça se comprend. Et Blackstone Fortress, ouais, carrément. On est dessus aussi en ce moment avec Tim. Et ouais, c'est fun. On passe de bon. Ouais, clairement. Il est génial. C'est vraiment un très très bon jeu. Le jeu est bien en fait, et les moments que tu passes avec tes potes sont bien. Ça vraiment, ça vaut le coup. Voilà. Bon, et donc du coup, en substance, qu'est-ce que tu as pensé de toutes ces news? Si tu retiens un seul truc, on va dire, qui peut t'interpeller, même sans jouer à OS ou à 40K, au moins un truc ou une figurine où tu te dis, peut-être un jour pour le plaisir, celle-ci, ouais. Sanguinus, mais faut y aller, quoi, pour la peindre. Je veux dire, c'est le genre de figurine, tu l'attaques, tu la rates, tu te sens mal après. Sinon, c'est le seul truc qui m'a vraiment interpellé, c'est le jetpack pour Dreadnought. Mais bon. Pas pour les bonnes raisons. Je pense que j'y penserai encore en m'endormant. Donc. Bonne réponse, Nicolas. Donc du coup, voilà, le Dreadnought à jetpack, c'était la réponse qu'on cherchait. Tu gagnes un panier garni, Planet Wargame. Ah super, et il y a quoi dedans? Voilà, pose pas de questions, t'aimeras. Et voilà, mais sur ce, il va être temps de se quitter. Je sais parce que tu assez pressé, tu venais juste pour la première partie du live. Ah oui, il faut que j'aille me coucher là. Hein. Enfin, je veux dire, on va passer à notre Warhammer Hero gentiment. On te laissera regarder la rediffusion. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous, d'être venu nous voir. Pas de problème. Voilà. Et à bientôt. À la prochaine. Ciao. À plus, bonne soirée. Alors, donc, rubrique Warhammer Heroes, on y va. C'est sympa ce Nicolas, hein. Franchement, je sais pas ce que t'en as pensé. Très cool, très cool, ouais. Ouais, très sympa, bonne humeur, bonne ambiance, j'aime bien. Alors, mon Warhammer Hero. Pour rappel, c'est la rubrique où on partage des liens utiles, des ressources qu'on aime bien chez d'autres créateurs de vidéos, que sais-je, forums, blogs, tout ça, tout ce qu'on trouve intéressant à partager avec vous. Voilà, c'est dans cette rubrique Warhammer Hero. Et donc, il est temps de découvrir le Warhammer Hero de Tim. Alors, mon Warhammer Hero, c'est Dimosthenis Xylas.
qui a peint du coup le No Marines qui était sorti en édition limitée, c'était à Noël, il me semble, en fin d'année dernière. Et juste qui en a fait une représentation très nostalgique et dans tout ce qu'on peut retrouver dans le style dans le style 80s en fait, qui est particulièrement à la mode en ce moment, en fait, le style nostalgique des 80s que vous retrouvez avec les idées soit d'animation, là, justement comme vous avez ici, ou les petits films, enfin les fan films comme Kung Fury ou les styles de musique qui peuvent aller avec en synthwave ou en autres trucs. Et qu'on a fait vraiment la nouvelle donne pour être cool quand on est blanc, ouais. C'est ça, ouais, définitivement. Et c'est vrai que c'en est une belle incarnation, quoi, cette figurine. En fait, ce qui est fou, c'est que traditionnellement, j'aime pas trop cette figurine de base. J'étais pas fan, je trouvais ça très, très bizarre et je n'appréciais pas l'idée du remake en fait. Et en fait, avec ce schéma de peinture et tout ce qui va avec dans le diorama, hein, le fond et tout ça et tout, en fait, je trouve ça juste brillant. Et alors le niveau de peinture est incroyable. Hein. Je veux dire, si vous voulez, les reflets peints dessus, etc., les dégradés de couleurs, les lignes avec les reflets, etc. Enfin, vraiment, vous avez un effet, des effets incroyables. Enfin, là, les reflets, regardez, les reflets roses et tout sur la jambe. Enfin bon, c'est fou. C'est vraiment fou. Et je suis abasourdi devant la beauté de cette fille, en fait. C'est une vraie réussite, ouais. Par rapport au thème choisi, ça pouvait pas être mieux. Il résume j'ai pas envie de dire toute une époque, mais tout le fantasme qu'on se fait aujourd'hui d'une époque plutôt en une seule figurine. Non, c'est parfait, c'est magnifique. Alors, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Je sais pas, peut-être que, ouais, petit conseil artistique, j'aurais bien vu l'ajout des 2 esclaves Eldar Noir là sur le raider d'Asdrubal Vect en plus pour vraiment compléter le tableau et qu'on soit dans le kitsch complet. Mais sinon, c'est une merveille, quoi. C'est une merveille. Vraiment très beau. Carrément. Sublime. Ouais. Eh ben écoute, si t'en as terminé avec ici, c'est vrai que c'est beau à voir. Je propose de passer à mon Warhammer Hero, mon petit Warhammer Hero cette semaine. Ça te va? Alors, je vais faire mon partage d'écran. Voilà, déjà. Ah oui, première chose, en profiter d'ailleurs. Il pourrait être un Warhammer Hero à lui seul. Il s'appelle Lucas James. Lucas James, voilà. On partage une petite annonce au passage, disponible sur le site, parce que ça, c'est juste scandaleux que ce soit encore à traîner sur notre site, quoi. Ça devrait plus être là. Ça devrait plus être là, ça n'a rien à y faire. Voilà. Un Horus, magnifiquement peint, 110 €. Admirez cette beauté. Je veux dire, ça devrait pas rester là. C'est pas normal. Qu'est-ce que vous faites? Il y a un acheteur qui fait pas son boulot là, il remplit pas sa mission quelque part. Parce que c'est juste, c'est impossible à refuser ce truc-là. C'est impossible à refuser. Putain, mais il y a Thomas qui dit François Mitterrand. Maintenant, je peux plus ne pas le voir. Ah, pourquoi t'as fait ça? Ah, t'as cassé Horus. T'as cassé Horus. Bon, bah voilà. Acheter la figurine officielle de François Mitterrand. Dernier combat épique entre l'empereur et Horus, quoi. Il avait tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Oh, nique ta mère. Mais non, sans déconner, sans déconner. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Ça devrait déjà être sur votre étagère, ce truc-là. Et même si vous ne jouez pas à Horus Heresy, comme nous, comme tout le monde en fait, personne ne joue à Horus Heresy. Mais voilà, avouez que ça ferait un super chouette serre-livre en tout cas, quoi. Ça, de chaque côté de votre bibliothèque, un primarque comme ça a la classe, quoi. Déjà peint,
Magnifique. Alors, voilà, si le cœur vous en dit, faites-vous un petit cadeau, faites-vous plaisir. Et puis alors, mon Warhammer Hero de la semaine, le vrai cette fois-ci. Oh, ce son beaucoup trop fort. Ah. Ça va être Yogi Hog. Yogi Hog, qui est un participant à notre campagne pour Warhammer 40 000 Venexian Sector, et qui a pris l'initiative. Une première fois, on vous en avait déjà parlé, de réaliser une carte du secteur, la carte galactique, hein, avec les planètes, etc. Donc on avait Galacticard. bien échangé à ce sujet-là parce qu'il a vraiment pris une initiative super en réalisant cette carte. Et alors, il s'est permis de renchérir en améliorant encore l'interface. Alors regardez-moi ça, avec tout un système interactif. Regardez ça, vous êtes vraiment dans votre système holographique impérial pour aller y découvrir tout un tas de fonctionnalités et d'applications. Par exemple, au hasard, je vous demande vers quoi ça peut mener, l'onglet vidéo. Voilà, et tout un tas sur la chaîne. d'applications. Oui, je m'en doutais, mais c'était pour que les gens cliquent dessus. Et qui se retrouvent sur la chaîne, vu qu'ils sont live sur la chaîne. Et, c'est pas comme ça, les acquisitions d'audience, Tim, je sais pas. J'essaye de faire du marketing. Franchement, non. C'est pas facile, hein, j'ai pas acheté l'e-book. Donc, bon, enfin voilà quoi. Et donc, vous pouvez retrouver la fameuse carte. Voilà, qu'il avait mise au point, mais alors là, carrément avec. Il y a du son sonore, tout son. Ouais, ça s'améliore de jour en jour, ce truc-là. Un bruit qui va en rendre plus d'un nostalgique, quoi. Voilà. Donc, nostalgie. Et, tout à fait adapté de mutiler un astropathe pour accélérer le téléchargement. Donc, franchement, c'est juste, c'est splendide. Vous avez envie de jouer avec. Avouez que vous avez envie de jouer avec. Voilà. Donc, ouais. Et l'idée, c'est que derrière, quand vous avez cliqué sur, une fois que vous avez passé cet écran, vous tombez sur la carte quand même. Oui. Non, parce que c'est le but de tout ça. Hein. Oui, bien sûr. Ça reste le but. Attends, j'arrête le partage d'écran. Voilà. Bien sûr, derrière, vous pouvez vous amuser à vous balader à droite à gauche avant ces étapes-là. Et donc, voilà pour ce qui est de mon Warhammer Hero cette semaine. Sans hésitation, ça pouvait être que lui, parce que les initiatives comme ça de participants individuels dans le cadre de notre campagne, ça, je peux vous dire qu'en tant qu'organisateur, Tim et moi, ça nous met du baume au cœur, quoi. C'est le genre de choses qui... Vous voyez, quand vous êtes en permanence à essayer de faire un truc qui va plaire aux gens, remotiver les troupes et tout, et puis que vous avez quelqu'un qui est au devant même de ce que vous proposez, quoi, qui est là, genre tiens, j'ai fait ça. Wow, mais je m'y attendais pas, quoi. Ça a vraiment le don de désarçonner et te surprendre positivement, quoi. Génial. Et ils nous disent qu'il y a quelques easter eggs assez marrants. Qui est vrai. Ça surpasse nos espérances, quoi. Donc, voilà pour nos Warhammer Heroes. Peut-être semaine, qui ont bien mérité leur titre. Vraiment, haut la main. Et sur ce, on va passer à la deuxième partie de soirée avec notre deuxième invité. Je vais essayer de contacter sur Messenger, voir s'il vient nous voir. Salut Castor. Parfait, ok. Alors, bonsoir Francis, hein, c'est ça? Francis, oui, c'est ça. D'accord, bon, enchanté, hein. Vincent. Enchanté. Tim. Oh, il faut que je présente Tim aussi. D'accord, ok. Il faut que je présente Tim quand je vais en soirée. Écoute, ravi de te compter parmi nous, Francis. Donc, on a pu converser un petit peu avant pour préparer ce live, et tu es toi-même youtubeur. C'est ça. Ouais, tu nous as dit que tu voulais nous parler de la peinture au-dessus de la table. Bah oui, la peinture au-dessus de la table, le tabletop. C'est pas clair. Soyons en passant au-dessus de la table pour un jeu de figurines, c'est quand même plus pratique qu'en dessous. Hein. Oui, clair comme une bière belge. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Beaucoup plus clair. Alors,
On va parler peinture donc ce soir avec vous qui nous regardez, hein, et vous pourrez apporter vos contributions via le chat. Donc, on a ouvert en disant que tu avais une chaîne YouTube, Francis. Est-ce que tu peux nous dire brièvement quel type de vidéo tu proposes sur ta chaîne? Alors, c'est des tutoriels ciblés principalement sur le speed painting, la peinture pour les gens qui veulent commencer ou recommencer, bref, la peinture sur figurine en général. Pourquoi tu rigoles? Non, c'est Tim, il m'a dit un truc marrant. Et dis-moi. Bah, c'est super. C'est super. Tu te démerdes. Non, mais tu te démerdes, t'assumes. Hein. C'est vraiment des ressources utiles. Ça, c'est bien pour tous les peintres débutants ou peut-être les gens qui veulent s'y remettre après une longue période d'arrêt ou tous ceux qui veulent aussi peut-être progresser, je sais pas. C'est une bonne ressource, toujours sympa. On n'a jamais assez de tutos. Mais des chaînes de tutos, il y en a pas mal quand même. Et je pense que tu as besoin d'une motivation particulière à la base pour lancer une chaîne, parce que c'est pas mal le boulot. Donc toi, qu'est-ce qui t'a motivé, on va dire, à lancer cette chaîne? Quelle était l'idée derrière ou le message que tu voulais faire passer en fait? Alors, en fait, je connais plein de gens qui n'osent pas se lancer. Ils voient ce que les peintres pros peuvent faire et ils se disent « Ok, je serai jamais aussi bon, pourquoi commencer ?» Alors, ce hobby, c'est bien plus que ça. Déjà, il y a le plaisir pendant que tu peins, mais aussi le plaisir d'avoir une armée ou un jeu de plateau entièrement peint. J'avais envie de donner envie de peindre, de casser le mythe de la difficulté du hobby. Et puis une bonne grosse dose d'humour, pas spécialement subtile, ça manquait un peu côté tuto de peinture. Donc Francis est là pour ça. Oui, bah, c'est vrai. Bah écoute, excellent. C'est vrai que c'est un truc qui, parfois, c'est embêtant de constater ça que dans le milieu de la peinture, t'as un facteur de démotivation en fait qui s'opère auprès de, alors soit de débutants, soit de gens qui stagnent à un certain niveau depuis longtemps ou de gens qui s'y remettent. Et tu te dis, putain, les mecs ils reculent parce que ils ont l'impression, d'après ce qu'ils voient sur le net ou dans les magazines, qu'ils peignent pas assez bien. Et si il y a plein de raisons d'arrêter le hobby qui sont tout à fait valables, hein, la vraie vie qui te rattrape, ce genre de choses. Mais le niveau de peinture, à mon sens, en fait pas partie, quoi. C'est vraiment. Je suis à 100% d'accord. Ouais. Bah Alors, oui. votre invité précédent, que je connais assez bien d'ailleurs, son histoire de pas oser se lancer, de peur de se rater sur la figurine de Sanguinus, ça m'a fait rire. Hein. Un petit coup de bombe peinture dorée de chez Action, et on a déjà une bonne base. Hein. Des conseils solides pour notre audience ce soir. C'est bien. C'est vrai que vous devez peut-être déjà avoir interagi un petit peu par Messenger ou vous êtes parlé avec le Nicolas, l'invité précédent, parce que vous Nicolas, mais c'est mon camarade, on tient notre chaîne ensemble. Hein. Je sais même pas pourquoi il n'a pas parlé de moi, cet enfoiré d'ailleurs. Ouais, non, mais on voit que vous avez vos petites connivences, quoi, et même goût pour le mobilier, etc. C'est sûr. C'est sûr. Je comprends pas ce que tu veux dire. Donc, mon camarade. Bon alors, du coup, toi, tu te bases, si j'ai bien compris, sur Thomas Rodrigue, il dit Action Man, le plus pauvre de tous les héros. C'est brillant, putain. Action Man, le plus pauvre de tous les héros. Ah, les tutos peinture. Génial. Article acheté chez Action. Ouais. Bien. Donc, pour recentrer un peu sur le sujet, je dirais que, parce que Thomas n'arrête pas de nous distraire, en gros, tu proposes des tutos peinture axés principalement sur la peinture pour le jeu, la peinture tabletop, en tout cas vraiment avec le but de décomplexer les éventuels peintres en herbe pour qu'ils puissent aligner rapidement des figurines pour jouer vraiment avec des figurines peintes en étant satisfaits de leur travail, quoi. Alors, en en parlant un petit peu précédemment, je me disais que ce serait intéressant, parce qu'il n'y a pas vraiment de consensus à ce sujet, d'avoir ta définition de tabletop, tu vois, le niveau de peinture tabletop, parce que c'est vraiment un curseur variable chez les gens, ça peut vouloir dire plein de choses qui n'ont rien à voir. Comment tu définirais, toi, la peinture, on va dire, pour le jeu, la peinture tabletop?
Dire qu'il n'y a pas de consensus, c'est clair. Hein. Chaque fois que tu lances ça, c'est un débat et tu risques de te faire incendier. Mais voilà. Pour moi, le tabletop, c'est un peu une figurine qui est propre, qui te donne bien sur la table, mais sur laquelle tu n'as pas passé des heures. Un nombre limité de couleurs, 2 ou 3, un brossage à sec, 1 ou 2 lavis, un pour le cuir et un pour les armes, on n'est pas des animaux non plus. Et voilà. Bah, c'est très donc c'est vraiment quelque chose où en fait tu le vois plus en termes de méthode, plus qu'en termes de résultats obtenus. Il y a le résultat. Mais le truc est que si tu te concentres sur une méthode de travail donnée qui est te concentrer pour avoir des bases propres déjà, tu peux déjà avoir un résultat vachement sympa sur la table. Tandis que si tu t'attaques, loin de moi l'idée de vouloir démotiver les gens à s'attaquer à des techniques plus avancées, simplement il faut savoir ce qu'on recherche. Si tu recherches à avoir des figurines qui sont magnifiques et que tu as le temps de le faire, tant mieux, total respect. Mais si tu aimerais avoir ton armée complètement peinte et que tu n'as pas beaucoup de temps, le fait de faire du tabletop comme ça, c'est quand même un moyen assez rapide d'y arriver. D'accord, ouais, je vois l'idée. Parce que ça, en fait, je te pose une question parce que moi, par exemple, dans l'idée que je me fais du tabletop, si tu veux, c'est pas par exemple, c'est pas en partant sur une méthode ou une manière de quelles sont les étapes que je vais imaginer. En fait, je vais partir juste du principe pour comment dire. En fait, dire est-ce qu'une figurine est à mon avis tabletop ou pas, à un niveau de peinture. En fait, ça va juste être au niveau d'un rendu final à distance de jeu. Dans le sens où est-ce que je vais considérer que la figurine est propre, en fait, lorsqu'elle est posée sur une table de jeu et que je la vois à distance, tu vois. Et je trouve que c'est quelque chose où, justement, en respectant les différentes méthodes que tu as annoncées, en fait, on va obtenir ce résultat, mais qui va permettre de bien l'oser avec une méthode plus avancée, où, en fait, la grosse différence, c'est que la figurine, quand elle est tabletop, tu la vois sur la table, tu comprends ce que c'est joli, ça marche. Et en fait, si tu la ramènes à proximité, tu vois beaucoup plus qu'il y a des détails qui ne sont pas faits comme les yeux ou ce genre de choses, parce que en fait, tu n'en as pas besoin pour lire la figue sur une table, en fait, pour la comprendre. Ben, c'est à peu près ce que j'ai voulu dire et j'ai du mal à m'exprimer. Au final, si on dit la même chose, c'est parfait, mais en fait, c'était plus dans le côté où moi je le voyais du résultat final et tu l'as présenté en fait via la méthode en fait. Et je me demandais du coup si la méthode amenait au même résultat ou pas, tu vois. Tu vois, Vincent, qu'il y a un consensus, tout le monde est d'accord. Ouais, tout à fait. Bon, c'est juste que Timothée met un peu de temps à comprendre, mais il est un peu bobet, quoi. Voilà, bon, c'est l'élément un peu faible du groupe. Je t'expliquerai, mais t'inquiète pas, moi je comprends très bien ce que tu dis, Francis. Demande-lui d'afficher sur un C, on va se marrer. Entre individus plus cérébraux, on se comprend. Et d'ailleurs, je vois que tu as déjà des adorateurs, quelques petites déclarations d'amour à travers le chat. Ouais. Tu as déjà une demande en mariage. De la part de qui? De la part de Drop Podcast. Ah, tous ensemble ou Oui, c'est un groupe, c'est un lot, hein, c'est à prendre ou à laisser. Hein, ok. Alors, il nous précise, Drop Podcast en tout cas, que apparemment, très sérieusement, c'est brillant, ces tutos. C'est sa chaîne qui m'a motivé à me lancer dans ces primaries, enfin à se lancer dans ces primaries. Quoi. Wow. Donc, voilà, comme quoi, merci. Ça fait plaisir. Ça entraîne de la motivation quoi, chez les gens. Alors, on reviendra sur peut-être ces petites déclarations d'amour plus tard, je vois qu'il y en a d'autres. Mais peut-être pour développer le sujet, donc maintenant qu'on se fait une bonne idée de ce que tu entends par tabletop, peinture minimaliste pour le jeu, on va dire, voilà, avec des principes très simples pour le faire, avoir un résultat satisfaisant en un minimum de temps, d'effort, de sorte que voilà, on ait des figurines tout à fait jouables, honorables, et que derrière on puisse pousser plus loin si on a envie, si l'envie nous prend de se déchaîner un peu sur une figurine et faire des techniques avancées, mais au moins le gros du travail est fait, on peut jouer avec les copains. Voilà, bon, on se fait bien à l'idée quoi maintenant du niveau visé par tes tutos. C'est vrai que du coup, moi j'ai regardé un petit peu ta chaîne et
j'ai constaté qu'il y avait parfois des tutos très axés, on va dire, peinture en tant que débutant ou speed painting. Et puis, des fois, des techniques un peu plus avancées quand même, des techniques plus abouties, où on recherche plus la qualité, etc. Et je me demandais un truc que je trouve intéressant, peut-être, qui est précieux à partager avec les débutants dans la peinture, c'est concrètement, sur la table de jeu, quand tu tiens pas ta figurine vraiment à 10 cm de ton visage, mais quand tu joues au jeu de plateau, au wargame, est-ce que tu fais vraiment la différence entre les figurines sur lesquelles tu t'es appliqué, tu as passé vraiment du temps, et les figurines que tu as peintes, on va dire, peinture de masse, facile et efficace à l'échelle d'une armée? On va dire que le speed painting, c'est un peu mon fond de commerce, donc je vais pouvoir répondre assez facilement là-dessus. Dans l'absolu, je pense qu'on aimerait tous avoir des armées peintes comme des pros, où la moindre figurine est faite avec amour, mais tout le monde n'a pas envie d'y consacrer le temps nécessaire. Ou l'occasion, tout simplement, d'y consacrer le temps nécessaire. Donc, à l'autre bout du spectre, avoir une table avec toutes les figurines peintes en speed painting, c'est mieux que 3 super bien peintes, elles restent en plastique gris et dégueulasse. Enfin, c'est mon avis. Et si par moi, c'est propre et que tu colles pas ton pif dessus, tu verras aucune différence. Bon sens, de bon sens. Moi, ouais, on peut que s'incliner devant une déclaration de bon sens comme ça, quoi, effectivement. C'est vrai que quand on a peu de temps devant soi, pas forcément beaucoup d'expérience ou de motivation non plus, bah voilà, à défaut de pouvoir faire beaucoup, faut savoir se contenter de peu, quoi. Puis finalement, c'est aussi bien au final. Et puis les résultats sont là, donc tout va bien, quoi. Alors, Puis c'est vrai que c'est quelque chose de très agréable, moi je trouve, de voir une chaîne qui met en avant le côté speed painting et le fait que ce n'est pas quelque chose peut-être de honteux. Il n'y a rien de honteux en fait dans cette idée-là et de poursuivre un objectif qui ne soit pas un objectif de qualité, mais plus enfin pas de qualité maximale en fait, mais de qualité minimale dans le sens de minimum acceptable en fait. Pas minimum, genre juste à se coucher, j'ai fait le minimum, ça me va. Mais tu as fait vraiment le minimum acceptable, quelques couleurs, quelques lavis, rien de plus. Et tu vas contrebalancer cette idée de qualité minimale, acceptable, avec peut-être plus de figurines sur la table. Et ça va donner quelque chose de vraiment cool en fait. Tu vas avoir un effet de masse par exemple, ou tu vas jouer sur d'autres choses. Je trouve ça vraiment, vraiment cool en fait. J'aime bien le fait qu'il y ait des gens qui poussent cette idée un peu. tout à fait. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Francis tout à l'heure, qui était vraiment très intelligent. C'est vrai que Ah, quand on ne dit pas souvent ça. Bah, pourtant, c'est un tort, mais qu'est-ce que je veux dire? Quand tu vois effectivement rapporter voilà, toute une armée peinte, moyennement, de manière acceptable, cool, tout est colorisé, tout a une couleur, quoi, au moins, bon bah voilà. Par rapport à des figurines vraiment où tu passes du temps sur les éclaircissements, assombrissements, dégradés, etc., etc. C'est vrai que dans la balance, en général, bah, dans les magazines ou sur Internet, on voit les figurines peintes, finalisées en photo. On voit pas forcément les figurines non peintes à côté, qui sont en quelque sorte le prix à payer pour accéder à ce niveau de qualité de peinture des photos exposées, quoi. C'est-à-dire que sur toute photo, il serait de bon ton quelque part d'avoir finalement à chaque fois les figurines peintes d'un côté, les figurines, tu vois, pas encore peintes, de sorte que tu puisses constater, tu vois, deux méthodes de peinture parallèles. D'un côté, tu vas avoir une armée entière peinte de manière très basique, avec uniquement les couleurs posées au bon endroit. Et d'un autre côté, tu vois, autre méthode plus avancée, bah, tu vas avoir 3 figurines effectivement super bien peintes. Et en fait, tout le reste est encore en plastique ou en métal nu, quoi. C'est quelque part le prix à payer, ouais, si on veut faire de la qualité visuelle. Et c'est tout à fait louable, mais l'essentiel, c'est de connaître ses objectifs, quoi. Si on veut peindre pour pouvoir jouer rapidement, si on veut pouvoir accueillir ses potes autour d'un jeu de plateau, voilà, dans un délai réduit, si on est impatient de pouvoir le faire aussi, tout simplement, clairement, faut être capable de donner la priorité
l'essentiel, on va dire, dans la peinture, quitte à faire des concessions vraiment sur tous les petits détails sur lesquels on viendra plus tard, quoi. Exactement, parce que c'est l'avantage avec ce genre de technique, c'est que c'est jamais qu'une base. Tu peux toujours y revenir par après si tu décides de développer la figurine un peu plus. Ouais, carrément. Bah écoute, je vois pas mal de commentaires qui te sont intéressés à travers le chat. Alors avant d'ouvrir, si tu le veux bien, sur une session de questions-réponses avec nos abonnés, je suggérerais, parce que ça va déjà répondre à beaucoup de questions par anticipation, je pense, de demander quel conseil est-ce que tu donnerais à un débutant complet ou quelqu'un qui reprend après une longue période d'arrêt, ou quelqu'un qui est à un stade de saturation par rapport à la peinture, il en a marre, il a le sentiment de ne pas y arriver, de ne pas atteindre ses objectifs, il se sent moins doué que ses potes, je sais pas. Bref, le côté, l'appréhension. Qu'est-ce que tu conseillerais pour chasser l'appréhension de la peinture, quoi? C'est limite plus des conseils philosophiques que techniques. Enfin, philosophique, c'est peut-être un grand mot, hein. Mais déjà, pas se mettre la pression. Tout le monde a commencé quelque part. Justement, pour l'occasion, enfin, c'est pas pour l'occasion, mais j'ai retrouvé une des premières figurines que j'ai peintes quand j'avais 16 ans, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans. Je sais pas si on va bien la voir, mais c'est particulièrement dégueulasse, hein. Et on peut voir que déjà, il a perdu ses bras entre-temps, avec le magnifique socle vert gobelin. Peut-être que les bras étaient bien peints, hein. Peut-être que c'était la... Non, non, vraiment pas, non. Non. Je garantis que non. Donc, on a vraiment tous commencé quelque part, et c'est comme tous les domaines, on apprend, on commence. À chaque fois qu'on fait une erreur, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avancer, parce que c'est une erreur qu'on ne fera plus ou qu'on ne fera plus de la même manière. Et parfois même, quelque chose encore plus fun, c'est que parfois certaines erreurs nous apprennent par hasard une technique qui ne convient pas à ce qu'on fait sur le moment, mais qu'on pourra réutiliser par après. C'est-à-dire que j'ai appris comment faire des taches de sang avec un tampon, comme on trouve assez régulièrement, mais je l'avais appris par moi-même, en essayant d'effacer une saloperie que j'avais mal peint. Donc... Quoi? Attends, je pense qu'on vous n'avez pas envie de suivre chez vous. Non. Non, ça m'intéresse là, ça m'intéresse parce que là. Un tampon. Je parle de la mousse Game Workshop. Après, vous faites ce que vous voulez avec. Ah, d'accord. Oui, parce que, enfin. Ce moment dans ta vie où les mots ont franchi ta bouche et où tu te dis « et merde ». Oui, parce que le hobby ne me plaît plus du tout. Surtout son côté un peu Blood underground. for the Blood God, quoi. Côté un peu underground, je l'ai appris par moi-même, technique maison. Ok. Ça se respecte, cela dit, c'est du bon sens, hein, je veux dire, oui. C'est forcément très efficace, il n'y a rien qui ressemble autant à un truc que la vraie chose. Il est en train de faire ça, il y a du métal dans le fond, il est en mode hardcore. Ah la vache. Écoute, je propose aux abonnés qui seraient curieux de te poser des questions et de bénéficier de ton expertise sur la peinture, rapide, bon équilibre, qualité, quantité, te poser leurs questions et puis on transmettra avec plaisir. Et c'est le moment de profiter des astuces de Francis. Alors, n'hésitez pas. C'est l'homme qui est derrière Drop Podcast, l'homme qui a motivé Drop Podcast à reprendre ses Imperial Fist. Donc, quand même. C'est pas mal ça. Un homme de l'ombre, mais. Moi, j'ai une question. J'ai vu le niveau. C'est bien. Moi, j'avais une question pour toi. C'est du coup, avec ces méthodes tabletop, est-ce que ça te pousse à faire des projets d'art plus ambitieux que tu ne le faisais auparavant, ou est-ce que c'est disons que c'est en deux temps. Ma question est en deux temps. La première partie, c'est est-ce que depuis le début tu peins en tabletop, ou est-ce qu'au départ en fait tu avais plus une aspiration sur quelque chose plus beaucoup plus qualitatif en fait, et est-ce que du coup d'avoir cette connaissance en fait du tabletop, ça te pousse à avoir un projet plus ambitieux en termes de quantité de figurines ou juste de projet en fait?
Alors, pour répondre à la première partie, j'ai eu un cursus à peu près standard et à peu près celui que j'essaie de cibler dans mon blog. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai commencé à essayer de peindre, je me suis rendu compte que le résultat n'était pas exactement ce que je voyais dans les magazines, loin de là. Et ça m'a un peu dégoûté pendant un moment. Donc non, j'ai pas toujours peint tabletop. Et d'ailleurs, je ne peins pas toujours tabletop. Il y a certains projets sur lesquels que je ne mets pas forcément dans le blog, mais sur lesquels je travaille un petit peu plus. C'est d'ailleurs ça qui va être intéressant, c'est que mon compère Nicolas et moi, pour la vidéo qui va sortir demain ou après-demain, on a fait un versus où il y a d'un côté moi qui m'occupe des 2 Space Marines du chaos de Blackstone Fortress et lui qui s'occupe du grand méchant de Blackstone Fortress. Comme ça, on a des figurines à peu près similaires. Et lui, il a passé un certain temps dessus et moi, je l'ai fait en mode super rapide. Ça permet d'avoir une comparaison. Mais donc, pour revenir à ça, non, je ne fais pas tout en tabletop. Et pour continuer avec le deuxième temps de ta question, oui, ça me donne l'envie et les moyens aussi de faire des projets nettement plus d'envergure. Par exemple, un des buts de la chaîne et un des défis que je me suis lancé, c'est que si une boîte de jeu comme celle, par exemple, de Warhammer Underworld a moins de 20 figurines, je m'interdis d'y jouer tant que c'est pas tout peint en entier. Ça motive et ça va en fait relativement vite. Pour donner un exemple, ça a été étalé sur plusieurs jours, mais à mon avis, si j'avais eu le temps de tout consacrer, en 2 soirées, la boîte était peinte. Ça, c'est un excellent conseil, je trouve. Le jeu... Ouais, la limite de 20 figurines arbitraires, pourquoi pas, hein, moins de 20 figurines, mais c'est vrai que tu achètes un jeu, tu as envie d'y jouer, tu as envie de peindre aussi peut-être les figurines. Les deux, voilà, dans des proportions variables, tu as les deux envies en fait. Bon, soit tu commences à jouer sans les avoir peintes, et alors là, attention, c'est le piège mortel qui se referme sur toi. Il y a des chances que tu ne les peignes jamais. Propre petite expérience, ça se passe comme ça, quand on commence à jouer avec les figurines non peintes, finalement, on savoure le dessert avant l'entrée, on se récompense avant d'avoir fait ce qu'il fallait, et au final, on peint jamais les figurines, quoi. On continue de jouer avec le plastique ou le métal nu. Et en même temps, si on pousse peut-être trop loin dans le délire, il faut que ce soit intégralement fini, intégralement peint, en tout finalisé, mes figurines sont le plus abouti possible avant de jouer. On risque d'étaler le temps de peinture jusqu'au stade où finalement la motivation première, l'envie de jouer, s'est dissipée parce qu'en attendant, il s'est passé 1 an, il s'est passé 1 an et demi, il y a d'autres jeux qui sont sortis, d'autres Kickstarter qui sont arrivés, les copains sont passés à un autre univers de jeu et c'est terminé, quoi. Je pense au gars qui vient de peindre peut-être, de finir de peindre aujourd'hui Execution Force de Games Workshop. Il se ramène comme un con avec son truc finalisé. C'est terminé, quoi. Les potes du club, si tant est qu'ils soient restés dans le même univers, ils veulent entendre parler de Blackstone Fortress, pas d'Execution Force, quoi. Donc, se forcer à peindre avant de jouer, grave. Excellent. J'ai mis une limite, comme tu dis, arbitraire de 20 figurines, parce qu'évidemment, si on prend un Kickstarter comme celui de Conan, par exemple, si tu dois peindre la totalité de la boîte avant de commencer à jouer, t'es un peu dans la mouise. Ouais, forcément. Oui. Ouais. Si on compte les stretch goals et la totale. Ouais. À moins d'un montage, justement, à la Conan. C'est vraiment un bon conseil, ça, d'attendre. Je sais qu'on en a déjà parlé à nombreuses reprises. Et, c'est quelque chose derrière moi lequel je me range aussi. Vous vous lancez dans un projet. Mon idée, c'est vous partez, vous faites les troupes, vous terminez toutes vos troupes. Après, vous partez sur les QG, c'est-à-dire le dessert. C'est le moment où vous augmentez votre niveau, en fait. Vous avez vos troupes, elles sont faites, elles sont à un niveau vraiment acceptable, tabletop. Vous allez QG, vous faites du tabletop plus, parce que vous faites plaisir, c'est des belles pièces, vous n'en avez pas beaucoup, vous en avez une, peut-être quelques gardes du corps autour, donc c'est 3-4 pièces maximum. Ça peut être des grosses pièces en plus si vous avez des démons ou des primarques ou des choses comme ça, où vous faites kiffer. Et une fois que tout ça c'est monté, tout ça c'est fini, tout ça c'est peint, vous commencez à jouer. Et là, je pense que vraiment, c'est quelque chose où vous avez en fait vous n'aurez pas de regrets, quoi.
pas de regret parce que si vous voulez modifier cette liste, parce qu'en termes de jeu, ça vous convient pas ou quoi que ceci ou quoi que cela, vous pourrez en fait, vous aurez déjà cette base qui est terminée et sur laquelle en fait vous n'endrez pas. Et c'est, en fait, ça vous évitera d'avoir la frustration de plutôt de monter une armée, d'arrêter, enfin de tester, de vous dire ah bah non, en fait, j'aime pas ce truc-là, je vais monter autre chose et je vais le peindre. Et après, vous commencez à peindre le reste. Et si vous partez en fait dans une autre méthode, c'est là où vous avez le plus de risques en fait de ne jamais réussir à terminer votre projet et à faire en fait que des parties non peintes ou juste sous-couchées ou avec un mélange de gris et de peint, quoi. Mais enfin, c'est assez décevant dans ce cas-là. Alors, 100% d'accord. Question du chat. Thomas nous demande, Francis, comment tu peins du noir éclairci rapidement sans que ça ressemble à un caillou? Eh ben, je t'inviterai à aller voir le tutoriel que j'ai fait il y a une semaine ou deux sur le sujet. Justement, ça tombe vachement bien. En résumé, il faut savoir, c'est que le noir, c'est jamais du noir absolu. Là, j'entre dans une théorie qui est un peu prise de tête pour certaines personnes, mais le noir qu'on a n'est jamais le noir qu'on rencontre dans la nature et autour de nous n'est quasi jamais du noir absolu. C'est plutôt des couleurs très foncées. C'est ce qu'on appelle du noir chromatique. Et pour arriver à les éclaircir, il faut partir sur le fait choisir une couleur qui va permettre de l'éclaircir. C'est-à-dire, on va prendre une couleur et on va la mélanger à du noir pour arriver à avoir la couleur de base de l'éclaircissement qui sera une sorte de gris coloré qui permettra d'éclaircir sans que ça ressemble à un caillou. Éviter le brossage à sec aussi, si on veut de nouveau éviter que ça ressemble à un caillou. Par exemple, si on veut faire un caillou, ne pas peindre un caillou. Ne pas peindre un caillou. Non, mais dans ce cas-là, ça va. Mais par exemple, pour une armure de Black Templar ou de la Death Watch, du bleu, par exemple, du bleu foncé, comme du Contour Blue, par exemple, mélangé avec du noir, ça permet, avec des couches très fines, mais là, on quitte un peu le speed painting, d'éclaircir ça de manière assez sympa. Si c'est une armure en cuir noir, par exemple, ben vous prenez du brun, parce que là, effectivement, le brun qui va ressortir au niveau de l'éclaircissement, ça sera beaucoup plus cohérent pour le cuir. Voilà, l'idée comme ça. Donc, si je résume la logique, au-delà du côté que le noir est toujours coloré, donc ça doit se voir dans les éclaircissements, si c'est plutôt métallique, artificiel, que sais-je, plutôt du bleu. Si c'est plutôt organique, une matière un peu vivante, du cuir, quelque chose comme ça, plutôt du couleur chaude, quoi, du brun, du éclaircissement qui tire plus sur le rouge. Ouais. À côté de ça, il ne faut pas hésiter, ce qui est aussi une chose que je dis souvent sur ma chaîne, il ne faut jamais hésiter à expérimenter des choses un peu bizarres. Parfois, on se retrouve avec une grosse bouse, parfois, on a quelque chose de vachement sympa. Comme je le disais dans le tutoriel à propos du noir, j'ai vu passer sur Facebook, et j'avais mis le lien en dessous de la vidéo, un peintre qui avait peint un titan totalement noir, et les éclaircissements, il l'avait fait dans du noir qui était dérivé du vert. Ça donnait à mort. Pourtant, ce n'est pas la couleur que j'aurais choisie de base. Ouais, sympa. Alors, on a Monsieur l'ironie, j'ai compris le jeu de mots, qui cherchait à... qui apparemment débute, d'après ce que j'ai compris, avec ses différentes interventions, et était motivé à l'idée de se faire une armée d'Imperial Fist, Space Marines jaune. Est-ce que tu aurais quelques petits conseils à lui donner pour lui donner confiance en lui pour ses premières peintures, choses comme ça? A priori, il a juste essayé une peinture de Space Marines en Games Workshop une fois. Et je dis pas ça pour me moquer. Et une fois. Et bien. Alors, Tim, faut que ce soit toi qui lui parle maintenant. Je te laisse dans ta merde là. Non, donc voilà. Ça me surprenait. On n'a pas encore eu droit aux frites, on n'a pas encore eu droit. C'est tout lui, hein, c'est tout qu'un respect pour. On a filtré l'essentiel. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que tu lui conseillerais, pour peindre ces Space Marines Jones, ces Imperial Fist? Je vais être honnête. Je me suis déjà posé la question et il faut encore que je me penche sur le sujet. J'ai l'intention de faire un tutoriel sur quasi tous les grands chapitres de Space Marine en speed painting à un moment ou à un autre, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de me pencher sur les Imperial Fist
parce que le jaune, c'est pas pour le décourager, hein, mais c'est vraiment pas la couleur la plus facile à peindre de base. J'ai vu qu'il pourrait chercher sur le bistrot de la figurine, justement, les Primaris de Rainmaker, qu'il a peint en jaune, en partant de nouveau quelque chose que j'aurais absolument pas prévu, d'une sous-couche rouge, si je me trompe pas. Et ça donne vraiment pas mal. Voilà. Ouais. T'as une petite piste peut-être ou Oui, tout à fait, oui, voilà. Et si Monsieur Lironi est aussi a rejoint notre groupe Facebook Planet Wargame Insiders, il pourra aussi en voir à l'appel des publications de Reign, de notre podcast sur ses Imperial Fist. Il en a fait beaucoup dernièrement. Si tu rejoins rapidement, tu pourras retrouver les publications facilement. Après, ça se perd évidemment dans le fil Facebook infini, mais tout est encore visible et dont les différentes étapes un peu du process. Vous êtes au courant qu'il y a une fonction qui s'appelle la recherche sur les pages? Ouais, c'est compliqué. Ouais, dans un groupe. Tu parles pas à Ackerman là. Hein. Tu parles pas à Ackerman. J'ai appris récemment qu'on pouvait scroller vers le bas sur Facebook pour descendre. Tiens, je me disais, bon, je sais pas pourquoi tout le monde en fait tout un plat, il n'y a pas grand-chose quand même là-dessus. Hein. Juste une publication à chaque fois que je viens. Dis-moi, Francis, en termes de... Je reviens sur un sujet, je reviens sur le sujet initial. D'un point de vue speed painting, est-ce que c'est que au niveau des techniques que tu fais au pinceau ou est-ce qu'il y a aussi l'utilisation de l'aéro et des conseils au niveau de l'aéro? L'aéro, pour l'instant, je suis une bille avec, tout simplement. Je compte m'y mettre petit à petit. J'avais suivi un cours avec j'arrive pas à revenir sur le nom, mais c'est celui qui tient le blog Tais-toi et peins. Malheureusement, mon aérographe de 1 était un aérographe de merde, malgré que ce n'était pas un aérographe à 20 €, comme quoi même les aérographes chers peuvent être problématiques. Et deuxièmement, l'aiguille était à moitié pétée, sans que je m'en rende compte. Et donc, j'ai pas vraiment pu profiter du cours comme je le souhaitais, ce qui m'a pas permis d'avancer. Donc, ce qui fait qu'actuellement, c'est majoritairement au pinceau. Et en même temps, je trouve ça plus intéressant parce que l'aérographe, c'est bien, mais c'est déjà, c'est déjà se mettre dans un autre état d'esprit et ça demande une autre maîtrise. Le pinceau, je trouve déjà ça plus accessible de base. Et en même temps, il y a moins d'investissement à faire au niveau matériel, même si il y a un grand débat sur le fait qu'on peut faire des choses sympas avec des aérographes à 20 balles. Oui, c'est vrai, oui. J'ai vu ça dernièrement, c'est assez intéressant d'ailleurs, ces aérographes low cost, mais il y a quand même quelque chose, je trouve, pour un premier rapport à la peinture qui est vraiment intéressant dans le pinceau. Je dis ça en ne m'étant jamais mis à l'aéro en 20 ans, je me suis jamais essayé l'aéro. Mais il y a ce caractère-là où c'est juste un instrument très simple, quoi, un pinceau. Ça vaut pas très cher. Tout le monde en a déjà touché un dans sa vie, ne serait-ce qu'en cours d'art plastique ou truc comme ça, donc il a une bonne. Il se fait une bonne idée de l'objet au moins. Et il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de conditions requises, il n'y a pas de besoin d'aération, il n'y a pas de besoin de le faire en extérieur, il n'y a pas de questions comme ça qui se posent, de bruit, de nuisance pour les voisins, pour l'éventuel compagnon ou compagne. Non, c'est un pinceau, quoi. Voilà, et ça étale de la peinture. Et c'est vrai que pour un premier rapport, je dirais, je pense à la peinture, ça reste la meilleure voie d'accès. On peut se faire la main avec ça pendant très longtemps, à mon avis, avant de passer à l'aérographe, quoi. De toute façon, je ne conseille pas de commencer par l'aérographe. Non. Ou pas se précipiter. Pas se précipiter. À mon avis, c'est arbitraire, mais dans la première année au moins, ça ne vaut pas le coup, quoi. Exactement. Voilà. Non, il faut d'abord maîtriser les bases de la peinture au pinceau et maîtriser notamment juste la théorie de la peinture, dans le sens juste comprendre par exemple la méthode Games, en fait, comment ça fonctionne, d'avoir une couche de base, la vie, des linings, des highlights sur les arêtes, ce genre de choses, à quoi servent les glazes, comprendre juste en fait comment fonctionne vraiment la théorie, la base de la théorie, et après peut-être se poser la question de comment soit augmenter son niveau, soit augmenter juste la quantité de choses qu'on va peindre avec un aéro, quoi. Mais pas dès le début, non, ça c'est sûr. De toute façon, comme je le conçois moi, maintenant, de nouveau, ça peut lancer débat et je vais peut-être me faire incendier. L'aéro, c'est pour poser des bases principalement. Et je
y a de grandes chances que même si un jour je deviens bon à l'aéro, je terminerai quand même toujours au pinceau. Oui, de toute façon, je pense, moi, enfin, il y en a qui sont capables de faire 90% d'une figurine à l'aéro avec des dégradés, des choses incroyables et tout ça, même l'application du lavis et tout. Moi, je te suis à 100% sur cette idée que l'aéro, c'est à la fois la meilleure manière de s'en servir parce que ça reste le plus simple, c'est de l'utiliser comme une bombe en fait. C'est une bombe de peinture. Et du coup, tu vas faire ta couche de base. Tu vas peut-être faire aller une deuxième couleur si jamais tu vas tenter sur certains trucs et que tu vas faire un léger dégradé. Mais au-delà, c'est. En fait, au-delà, c'est quelque chose où. C'est si tu veux te faire kiffer en fait. C'est plus de la. T'es vraiment dans le. Tu commences à taper dans un niveau de peinture qui est très important, quoi. C'est le niveau plus plus. Tu es devenu un CSP+ du hobby. Ouais. Alors, on a Maud de Little Mad Paintings qui plussoie l'idée d'une sous-couche brune ou rouge pour peindre du jaune, pour des Imperial Fist notamment. Voilà. Ensuite, on a une question de la part de Cyril Bilou qui nous demande comment on peint du rose. Et on va faire que les couleurs on va faire que les couleurs chiantes ce soir. Ben justement, c'était Rainmaker qui m'avait proposé une idée de live où on peignait des vampires, où on peindrait des contes vampires en rose. Je trouvais l'idée sympa, mais donc de nouveau, j'ai pas eu l'occasion encore de me pencher véritablement dessus. Ça dépend le rose recherché aussi. Si je devais partir sur une base, je partirais sans doute sur du. Je n'arrive plus à revenir sur le nom de la couleur. Enfin, sur un Rose Game Workshop assez standard et assez sombre, que j'éclaircirais avec du Pink Aurore, principalement, probablement. Et avec beaucoup de Pink Aurore ou peu de Pink Aurore en fonction de si on veut que ça soit clair ou foncé. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, j'ai pas peint énormément de rose dans ma vie. Ce que je pourrais donner comme conseil, ça dépend quelle méthode de peinture tu veux appliquer, mais choisir bien à l'avance une couleur pour les ombres, arbitraire que tu choisis toi-même, et une couleur pour les éclaircissements, en sachant que tu as une marge de manœuvre au niveau des ombres. Tu peux partir sur du bleu, du violet ou d'une espèce de fuchsia, tu vois, toujours dans la tonalité un peu rose mais foncée. Ces trois trucs marchent bien. Le violet notamment, ça peut très bien marcher pour des ombres de rose, etc. Le bleu aussi, bien mieux qu'on pourrait le penser. Et puis, au niveau de l'éclaircissement, j'aurais tendance à dire que le rose, je me souviens des Emperor Steel Run que j'avais peint il y a très longtemps, j'étais jeune à l'époque. C'était le manager dans Games Workshop qui m'avait dit ça, et ça avait changé la gueule de mes Emperor Steel Run. Le rose, faut pas hésiter à l'éclaircir très intensément jusqu'au blanc. Voilà. Peut-être en mélangeant et avec une couleur un petit peu intermédiaire, genre couleur os, Bleached Bone, quoi, aujourd'hui. Ouais. Jusqu'au blanc crème, quoi, blanc cassé. Ça, faut pas avoir peur. Faut y aller à fond à ce niveau-là. Ça fera une bonne différence, parce que sinon, le rose, on a tendance à le choisir toujours déjà assez clair, en fait, quoi. Pas voilà, assez clair, et du coup, il te faut une bonne couleur comme ça pour bien relever les zones à éclaircir. Alors, sinon, on a Rainmaker qui nous dit, il me semble que tu connais quelqu'un qui a peint un peu de rose. C'est vrai que Tim, il ressort d'un marathon 80 heures rose, là, à peu près. Comment tu peindrais du rose, toi, Timmy ? J'ai peint 60 heures rose. Donc j'ai une recette de rose. Je peux donner. Argument d'autorité infaillible. Quand t'es passé par les heures roses, c'est bon. Ouais, non, clairement. Enfin, j'ai une petite bille à apporter sur le sujet parce que en fait, j'ai une double bille à apporter sur le sujet parce que l'objectif de mes roses, c'est comme j'en avais 60 à faire, il fallait à la fois trouver une recette du rose, mais qui me permette en fait de le faire avec un résultat tabletop, parce que l'objectif c'était de ne pas passer 2 ans dessus, parce que le but c'était de le caler pour justement, on avait nos 6 mois de pré-campagne, donc de faire ça en 6 mois.
Et en 6 mois, j'avais tout le reste de mon armée, donc en plus des horreurs bleues, des brimstones, tout ça. Les différents tests en fait que j'ai effectués, au final, j'ai retenu une méthode où en fait je suis parti sur une base d'Emperor's Children, de Rose Emperor's Children, sur lequel j'ai appliqué un éclaircissement sur toutes les parties, sur les muscles en fait, et toutes les parties en fait comment dire, en relief en fait, les plus en hauteur et en relief de la figurine, avec du Fulgrim Pink, il me semble, qui est une peinture Edge, donc qui est très, très contrastée, et comme le dit Vincent, qui est pratiquement blanche, en fait, c'est un rose pâle, mais vous êtes vraiment à ça du blanc. Très pastel, ouais. Très pastel, voilà, exactement. Et l'idée, après, c'est que pour lier le tout, parce qu'en fait, ça, c'est tout quelque chose que j'ai fait à l'aéro, et pour gagner. Et en fait, tout ça, après, dessus, j'ai rajouté un lavis de Carroburg Crimson, qui est un lavis rouge, qui était mélangé à 50% à peu près dans du médium. Et du coup, en fait, l'idée, c'est que derrière, dessus, ça vous rajoute un léger filtre qui va bien se déposer dans les creux et qui va bien, du coup, vous souligner tous les traits de muscles que vous allez avoir sur les horreurs. Et en même temps, ne pas casser tout le travail que vous avez fait avant et laisser suffisamment ressortir les formes de la figurine. Et ça, je trouve qu'au final, ça a un bon effet sur les horreurs roses notamment. Et en fait, ça prend tout son sens à partir du moment où vous rajoutez les détails sur les figurines et où vous rajoutez quelques petites couleurs pour qu'il y ait le reste. C'est-à-dire que les horreurs, en fait, vous allez avoir la figurine en elle-même où vous allez avoir du coup tous les détails en doré, tous les bijoux, les choses comme ça, et les flammes magiques et les trucs comme ça vont être en vert fluo, qui est le vert X-Wraith Flame, qui est le vert qui était sorti avec les Night Hunt, et qui du coup en fait crée un contraste avec le rose, et du coup vous donne vraiment un effet très sympa. Et j'ai fait derrière un socle bleu en plus pour que ça ressorte vraiment. Mais du coup, en termes de recette pour le rose, c'est quelque chose d'assez de comme ça, ouais. Si vous voulez des exemples de ce à quoi ça ressemble, je vous invite à aller sur Planet Wargame Insiders, et j'ai fait un album dessus où je partage à chaque fois les vents de ma peinture, là, mon album pour la pré-campagne. Et ben, vous pouvez voir toutes les horreurs que j'ai peintes, littéralement. Les horreurs de tous les Timmy. sens. On a une question intéressante de Drop Podcast. Est-ce que quand on peint dans une optique pure de jeu, on réussit quand même à trouver une satisfaction intrinsèque à la peinture? Ah, 100%. Sans hésiter une seule seconde. Déjà, la peinture, pour moi, c'est comme le yoga. Quand j'en fais, ça va tout de suite mieux après. J'oublie tous mes problèmes. C'est, sans rire, à une époque où c'était vachement compliqué à mon travail pendant la journée, où c'était ultra stressant, je prenais le temps de peindre, même pendant 5 minutes au matin, et ça me faisait du bien. Donc oui, je trouve une satisfaction. Et en même temps, comment expliquer ça? Il y a une chose qui est à la fois un bonus et à la fois un petit peu un malus pour ma chaîne, c'est que forcément, je peins plus régulièrement que la majorité des gens à qui je m'adresse, vu que j'essaie de tenir un rythme régulier. Donc je peins 2-3 fois par semaine, parfois même tous les jours pendant un certain temps. Donc forcément, mon niveau évolue. Ce qui fait que même en mode speed painting ou en mode tabletop, j'arrive à des résultats qui sont nettement plus sympas que ce que je faisais avant. Je dis que c'est un malus parce qu'évidemment, je dois après réfléchir au fait que certaines choses ne sont pas forcément acquises pour mes auditeurs. Et donc, je dois soit expliquer, soit diminuer le niveau technique, malgré que je puisse le faire aussi vite que ce que je faisais avant, moins bien. Je ne sais pas si je suis super clair. Avant, moins bien. Si, ça se... Mais donc, en général, je suis relativement satisfait de ce que je fais au niveau résultat. Et par exemple, les figurines dont je suis le plus satisfait récemment, c'est les Night Hunt de Warhammer Underworld. Et je trouve que pour quelque chose qui a été peint en quelques heures, le niveau était quand même vachement sympa, sans vouloir me jeter de fleurs. Oh, mais jette-toi. Hein.
Ouais, carrément. Donc oui, écoute, tu as tout à fait répondu à sa question à 100%. Ouais, tu peux avoir. Enfin bref, ouais, je suis 100% d'accord avec ça. Moi, tu peux avoir un plaisir intrinsèque à la peinture sans recherche de qualité et de progression nécessairement obsessionnelle, tu vois. Mais ça, après, bon, bah voilà, ça relève un peu de la manière de fonctionner de chacun. Hein. C'est aussi une question de psychologie c'est un peu ça, individuelle. hein. Chacun doit trouver son plaisir. Hein. Je veux dire, si c'est le fait de peindre, quel que soit le résultat, c'est super. Si c'est d'avoir la plus belle figurine possible, quel que soit le temps que ça prend, c'est super. Si c'est je sais pas moi, de financer le Tipeee d'un youtubeur moustachu, je peux vous filer les adresses. Enfin voilà quoi. Je veux dire, dans le domaine de la peinture et du hobby, il y a toujours moyen de trouver quelque chose à faire. Il est smooth, hein, plus que nous. Il arrive. Ouais, tout à fait. Bah oui, non, mais tout se respecte à ce niveau-là, quoi. Voilà. Et c'est vraiment une affaire de fonctionnement individuel. Voilà, vous savez comment vous fonctionnez psychologiquement, chacun de vous, ou alors bah, c'est en peignant finalement que vous découvrez ce qui vous plaît le plus, quelle est la dimension qui vous plaît le plus. Voilà. Comme il a dit, soit la recherche de la qualité avant tout, et donc bah, peu importe le temps que ça prend. La recherche du rendement, l'activité en elle-même, ce que ça vous apporte, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir une vertu un peu, voilà, presque méditative en fait à la peinture, quoi. La détente que ça procure, Exactement. ce genre de choses. Et ça, je dirais qu'au demeurant, j'ai la sensation que on en bénéficie plus en n'étant pas obsédé par cette idée justement de perfectionnement, de progression, de qualité, mais en étant à l'aise sur un niveau qu'on sent bien, confortable, ce qui peut être très 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 basique ou assez avancé pour certains qui sont des peintres expérimentés vraiment. Mais à l'aise, voilà, on n'a pas d'angoisse de la performance, de l'échec, du ratage, on sait ce qu'on fait tranquillement, et on se dépasse pas, on va pas plus loin, mais on le fait, et puis c'est agréable, quoi. C'est agréable. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Bon, bien que c'est vrai que ça relève du côté individuel. Bon, peindre avec le moins de niveau possible, en prenant le plus de temps possible, c'est peut-être pas la meilleure solution dans le lot, mais vous voyez l'idée, quoi. Alors, Xavier Lassab nous demande, c'est par où pour poser les questions? Oh mon Dieu, j'y crois pas. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Avec un point d'interrogation à la fin. Enfin, c'est pas le tableau est complet, quoi. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, tiens, c'est vrai qu'une question qui est souvent qui passe à la trappe. Cyril Bellou nous demande et les barbages des figurines pour le tabletop, rien à foutre ou alors minimum? De nouveau, ça dépend de la personne. J'ai envie de dire que depuis que j'ai découvert les Barber Game Workshop, je le fais quand même nettement plus régulièrement parce que c'est bien pratique, cette petite merde. Mais à part ça, de base, pendant des années, j'ai dit rien à foutre. Et même quand c'était pas du tabletop. Je sais, c'est honteux, mais c'est comme ça. Ah ouais. Alors c'est marrant, mais moi ouais, à ce niveau-là, je développe une pathologie qui devient assez aiguë. C'est que autant je suis de plus en plus relax question peinture et sans recherche de performance, autant au niveau ébarbage, enlever vraiment les lignes de moulage, essayer de combler les petits creux dans les figurines. Je suis de plus en plus obsédé par ça. Et ce qui prend de plus en plus de temps, du coup. J'arrive plus à C'est ça, tolérer. donc le temps que tu gagnes sur la peinture, tu le perds sur le montage. C'est ça. Ah oui, complètement. Ouais. Ah non, mais le trou béant dans la jonction de la tête des sanguinaires de cornes, les lignes des barbages au milieu de la trompe, c'est pas possible. C'est des trucs. Non, ça doit disparaître. Mais bon, bah chacun voit. Salut le Lolo. Alors comme ça, a priori, c'est des alter ego. Qu'est-ce qui se passe? On m'a pas invité. C'est moi, c'est Tom, l'alter ego de Tim. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Francis, qu'est-ce que tu fais ici? Mais on ne s'est plus vu depuis le championnat de lancer de chope en Bulgarie. Ben oui, tu me manquais aussi. Je me demandais quand est-ce que je te reverrais. Je t'ai envoyé des SMS, tu ne m'as pas répondu. Mais j'ai changé de numéro, ça doit être ça. Ah, c'est pour ça. Bon, tu me redonneras tes SMS après l'émission, on verra ça. Hein. Oh mon Dieu. Pour de quoi ça parle alors ici?
Pas de peinture sur figurine, qu'est-ce que tu crois? Tu débarques comme ça dans une conversation, tu ne sais pas de quoi ça parle? Oh non, tu sais, moi j'ai arrivé, j'ai viré l'autre, je lui ai dit de dégager, puis j'ai pris sa place. Hein. Il devait sortir le chien, je sais pas quoi, j'ai pas compris. Ça m'intéressait pas. Je prononce pas souvent le mot attention war, mais quand je le prononce, c'est approprié. Bon, enfin, pas du tout de quoi tu veux parler. Ça va qu'on reçoit un youtubeur belge, parce que sinon tu me fais flipper, Tim, parce que... Je te préviens, Tim, il faudra qu'on en discute avant, qu'on planifie les choses. Il y a certains invités, éventuellement, pour qui faudra pas que tu fasses ça. Ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer. Je comprends ton désir ardent de rentabiliser ta perruque afro, mais tu joues à la limite, là. Alors, ça va. Pour le coup, je tiens à préciser que ce n'est pas une perruque afro, c'est une perruque de tennisman des années 80, modelée sur le magnifique John McEnroe, ou peut-être l'autre, je ne sais plus, je ne vais les différencier. Mais vous voyez que du coup, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de volumineux, hein, qui porte du coup... cette partie-là du contrat est remplie. Qui se porte, c'est du réel. Ah oui, j'ai pas perdu ma soirée. Hein. Isnorgo, il nous le dit. Hein. D'ailleurs, Vincent est au bout de la frite. Hein. Il en reste plus qu'un seul à la barre, mais on y va, on continue. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est fini. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement à adresser à Francis? Et surtout pas à l'homologue diabolique de Tim. Tom. Tom Enders. Il l'a nommé, c'est fini. C'est fini. Oh mon Dieu, il vit. Oh putain. Une fois qu'il lui a donné un nom, c'est terminé, quoi. Bon, j'imagine. Tu peux plus le tuer. Enfin, c'est comme vous avez un personnage pour faire les tutos, hein, moi je vous le dis. Ça va être récurrent, d'accord. Bien. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions, peut-être, et uniquement adressées à Francis? Voilà, si possible. Tout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Monsieur Lironi nous redemande, c'était pour les Imperial Fist, justement pour des Imperium Fist, vieillir et salir le jaune. Ouais, des conseils pour effectivement weatherer son jaune. Alors, le premier conseil vraiment, si tu veux éviter bien des déboires, voilà, et que des vieux neckbeards se foutent de ta gueule en Games Workshop, je te conseille de commencer par dire Imperial Fist. Voilà, prends l'habitude, parce que Imperium Fist... Ça va te valoir plus de réflexion que la peinture, en fait. Tu peux peindre un des trucs merveilleux, tu vois, des trucs, tu sais, vraiment des pièces d'exposition. T'arrives à ton games local, tu veux faire une partie et tu dis que tu joues Imperium Fist. C'est, voilà, la qualité de tes figurines importera peu. Non. Donc, si tu veux éviter voilà, les moqueries des gamins les plus cools du bahut, dis Imperial Fist. Voilà. Mais sinon, weatherer le jaune, donc vieillir et salir le jaune, le rendre un peu plus réaliste, des éraflures, peut-être, des craquelures dans l'armure, des choses comme ça. Des petits conseils? Oui, bien sûr. Alors, au niveau du jaune spécifiquement, de nouveau, il y a le même problème. J'ai pas eu l'occasion de me pencher, mais depuis tout à l'heure, hein, je veux dire, j'ai pas pris le temps de le faire. Il n'écoute rien, il pose que des questions de merde en même temps. Le gars. Il répète à chaque fois, tu lui dis je ne sais pas, et il dit déjà, je ne passe pas mon temps à chercher des techniques pendant que je discute avec vous. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Écoute quand on me parle, Vincent. Insupportable. Au niveau des craquelures, des dégâts, etc., il y a une technique qui marche vachement bien si on veut faire dans le simple et dans le basique. Mais je vous avoue que j'ai un trou, je ne sais plus dans quel sens c'est. C'est une ligne très fine de noir avec une ligne très fine de blanc juste en dessous, ce qui donnera l'impression d'avoir une entaille dans l'armure, par exemple. Ou c'est une lampe de blanc au-dessus du noir. Je ne sais pas pourquoi j'ai un trou. Et sinon,
Sinon, il y a plusieurs techniques, mais c'est un peu difficile à résumer comme ça en 2 minutes. Hein. Ouais, effectivement, bonne astuce, le coup des micro-points de noir ou alors de marron très foncé, avec en dessous un tout petit trait de blanc pour le souligner, et ça fait un effet de trompe-l'œil, une illusion en quelque sorte d'optique à cette échelle-là, où on a l'impression que le trou est vraiment en relief, entre guillemets, enfin le trou, toutes petites éraflures hein, à peine, hein, plutôt de la peinture écaillée en fait. Et on a l'impression qu'il y a quand même un petit relief grâce à cet éclaircissement de blanc en dessous qui donne cette impression, voilà, partie très foncée, partie très claire en dessous. On a un trou avec la lumière qui se reflète sur l'arête du dessous. Voilà, ça donne cette impression-là. Et c'est très simple à faire. Très simple. Un conseil, j'y pense pour les marques d'usure, pas spécialement les battle damage, parce que là, ça peut arriver à peu près n'importe où. Mais pour les marques d'usure, toujours les mettre à des endroits où c'est logique qu'il y ait de l'usure. Je veux dire, c'est assez rare sur une épaulière de Space Marine que sur la zone du dessus de l'épaulière, il y ait de l'usure. Par contre, aux joints, à l'aine, au niveau des genoux, des genouillères, etc., dans les coins, il y a toujours un endroit où il y aura forcément un frottement et où à la longue, la peinture devrait logiquement partir. Tout à fait. Alors, Franck Waudois nous dit une méthode pour conserver et protéger l'effet poussiéreux des pigments en weathering sans vernir. Ah, très bonne question. Ça, je ne sais pas. Je vernis d'habitude, donc la réponse que j'ai à donner. J'ai essayé avec les pigments de binder des différentes marques, mais c'est bien pour de la figurine d'exposition. Pour de la figurine de jeu, on finit toujours par se retrouver avec du pigment sur les doigts si on fait comme ça. Donc voilà, je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution magique. Maintenant, je me trompe peut-être, j'ai pas la science infusée. Hein. Non, je vois ça. De toute façon, ça commence à se compliquer les conditions. Hein. Moi, je vais finir par en toucher 2 mots au syndicat. Je vois dans le podcast qui dit « Je veux une vignette d'épisode avec Tom, Francis et la tête dépitée de Vincent. » Ce ne sera pas dur à simuler pour ma part, hein, je peux vous le dire. Mais c'est vrai que si on était de vrais youtubeurs, sérieux, je m'adresse à Tim qui doit être dans un coin de la pièce encore au fond derrière Tom. En train de pleurer. Voilà. Si on était de vrais youtubeurs, oui, sur toutes les miniatures, il y aurait nos grosses têtes découpées avec un fond un peu waouh. Parce que c'est ce que fait le YouTube game cool, quoi. Wow. C'est la norme, mais non, désolé, on en reste à des trucs très, très, très sobres et chiants, quoi, avec de l'écriture dessus. Mais si un jour on succombe au côté esthétique Thibaut InShape pour notre chaîne YouTube, oui, on mettra nos grosses têtes sur la miniature. Ouais. En attendant, c'est vrai que pour ce qui est de la tête dépitée, ça a dû se voir tout à l'heure quand même. Le tome là, oh mon Dieu. Alors, qu'est-ce qui pose un problème, c'est ça? Tu te marrer, toi, va terre. Alors, tiens, Franck, du coup, nous demande vernimat en bombe. Merci en tout cas de la réponse. J'ai pas encore trouvé de vernimat en bombe qui me convenait vraiment. Je les ai pas tous essayés. La plupart du temps, je l'applique au pinceau et on m'a conseillé d'essayer l'aéro pour ça. Donc, ça sera peut-être une de mes premières utilisations réussies de l'aéro. Mais sinon, toujours au pinceau, ça va vite. Hein. Honnêtement, une bonne couche de vernimat relativement bien diluée, on peut le faire à l'arrache avec des pinceaux de chez Action pour pas se faire chier, pour pas en prendre soin, pour pas se dire oh mon Dieu, je risque de l'abîmer si je frotte trop fort. Non, on prend la figurine, on retire le trop-plein et c'est parti. Ouais, 100% d'accord, l'application de vernis au pinceau peut être beaucoup plus rapide qu'on l'imagine, s'il est assez fluide quand même, ou assez dilué. Mais j'utilise du vernis de chez Valero. Non, oui, du vernis de chez Valero en grande bouteille. Il est un peu aqueux comme ça, d'une couleur un peu blanchâtre. On évite les commentaires. Dilué, il est vraiment nickel et ça coûte pas exagérément cher comparé aux petits pots de vernis de chez Army Painter ou Game Workshop. Ouais, tout à fait. Alors un truc par contre que je me demande, c'est est-ce que tu appliques aussi ce vernis au pinceau sur les pigments que tu mets éventuellement sur le socle?
Non, dans ce cas-là, je l'applique au pinceau, mais pas de la même manière. C'est plus par capillarité. C'est-à-dire, soit je laisse tomber des gouttes de vernis qui vont de pas trop, parce que sinon ça va écraser quand même le pigment. Soit je pose le pinceau juste à côté et le pigment va boire le vernis, ce qui évite d'avoir à frotter au pinceau dessus forcément et d'écraser le pigment. Voilà. Ouais, tout simplement, c'est ouais. Non, simple et efficace. C'est vrai que c'est une bonne habitude parce que les vernis, propre expérience, là, les vernis au pinceau, en pot, sont plus fiables quand même que les vernis en bombe de manière générale. Mais à côté de ça, j'ai vu quelqu'un à propos du pigment, j'avais vu dans un tutoriel, je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, qui recouvrait un véhicule de pigment et qui utilisait du pigment pour pinceau de base, mais correctement dilué, dans un aérographe, en partant, évidemment, en allumant l'aérographe avant d'être pour que le premier jet d'air ne chasse pas tous les pigments et qu'on se retrouve avec une pièce remplie de pigments. Et il l'appliquait comme ça marchait très bien et ça gardait l'effet justement pigmenté. À mon avis, il ne faut pas mettre l'air trop fort, mais ça peut être une solution aussi pour les personnes qui ont un aérographe et qui savent s'en servir. Non, tout à fait. Bonne idée. Ouais. Bon, pas trop pigmenté non plus, attention. Donc, on a juste on va prendre une ou deux dernières questions, simplement. Et je vois une question récurrente de Thomas Rodri. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais je la pose quand même. Francis, que penses-tu de la technique de la mouillette? Tu pratiques? Tu trouves ça too much? What? La mouillette. Ne me demande pas. Est-ce que ça a à voir avec le quick shade d'Army Painter? Je sais pas. Pour moi, ça a plus un rapport avec les œufs à la coque, mais oui, pareil. Je sais pas. Il a peut-être précisé son idée, mais sans ça, on va pas pouvoir facilement te répondre. Alors, ouais. Allez, une petite dernière question. Tom, non, Tim, je ne vais pas jouer. Faut pas que j'encourage. Tim, est-ce que tu vois une petite question dans le chat que tu auras envie de relever plus particulièrement? Tim, est-ce que tu vois une question dans le chat? Remets ta tronche. Ah, il est parti, là. Je suis désolé, il veut pas. Il est pas dispo, hein? Je vais regarder, t'inquiète pas, je vais te dire ce que je vois. C'est marrant parce que ça passe un peu l'accent belge au québécois. Il n'est pas tout à fait stable, là. Non, il est un peu fatigué, du coup, on ne sait pas vraiment. Peut-être un hybride, hein. Un jour, il y en aura bien pour créer ça. Hein. Un mélange des deux, un parent québécois, un parent belge. C'est le belge Steeler culte. Le belge Steeler culte. Il récupère les traits de ceux avec quoi il se reproduit. De la femelle à la chaussette. Ils peuvent quasiment passer inaperçus dans une société humaine, tu vois. Comme les Culgin Steeler. Ils passent, mais tu sais. Jusqu'à ce qu'ils parlent, en fait. Alors, Cédric Loire nous demande faire de la boue ou de la suie, genre Agrax Earthshade, mais plus épais pour marquer sur le noir, s'il vous plaît. D'accord, faire de la boue ou de la suie, couleur donc marron très sombre, mais en plus épais pour que ça se voit quand même sur une couleur noire. Une astuce? T'as déjà expérimenté un truc comme ça? Non, mais ce qui me viendrait, ça serait comme faire sa propre boue, soit avec du pigment mélangé à une peinture tendance brune, soit avec, je sais pas, du sable et une peinture brune. Enfin, ça me semble. Voilà. Oui. C'est vrai que vraiment du sable et de l'autre, on est quasiment au stade de faire de la boue artificielle, quoi. Tu sais, do it yourself, boue IRL, quoi. Mais ouais, pas vraiment apporter de complément là-dessus. Ce que tu peux essayer, pas tout à fait pour faire de la boue, mais un truc qui passe bien pour faire les taches de poussière générées par la pluie sur une surface noire. C'est-à-dire, vous voyez le côté caractéristique,
sur une voiture, souvent vous voyez ça, lorsqu'il a plu, et que c'est une pluie chargée, en petits minéraux, en sable, un truc comme ça laisse une espèce d'auréole un peu couleur beige, vous voyez, du sable en fait sur la carrosserie. Tu peux le reproduire assez facilement et en fait c'est très réaliste avec tout simplement de la peinture, de la couleur de ton choix. Donc chez Games ce serait du Zandri Dust ou un autre marron comme ça, mais il faut partir plutôt dans les marrons clairs et très dilué à l'eau, très dilué et appliqué très généreusement partout de manière aléatoire. En fait, en séchant, ça va te faire exactement l'inverse de ce que tu veux pour un lavis, donc des vieilles auréoles avec la tension de surface de l'eau là. Et une fois que l'eau s'est évaporée, tu as ce côté pluie sableuse, enfin, cet aspect assez réaliste qui peut bien weatherer sur du noir. Sinon, il y a aussi la gamme AK qui a pas mal de produits de weathering qui sont assez sympas à utiliser. Et il y a entre autres de la boue, de la poussière désertique, des trucs comme ça. Maintenant, si on veut pas faire dans le do-it-yourself, ça marche assez bien. C'est des peintures qui s'étalent avec du thinner, enfin donc du white spirit. Et donc, on peut parfaitement mettre sur de la peinture acrylique sans risquer de l'abîmer du moment qu'on ne met pas 4 litres et qu'on ne frotte pas avec une brosse à dents. Ça devrait aller. Voilà. Donc, écoute, je crois que ça va nous amener à la fin de ce live. Tu as quand même dû traiter un maximum de questions de la part des abonnés. Donc, on en arrive à la fin du live. Écoutez, je pense que c'est le moment de glisser un mot de la fin si le cœur vous en dit. Et puis, il va être l'heure de se quitter. Alors, on vous écoute si vous voulez en profiter pour faire passer un message. Ouais, alors pour les personnes qui hésitent à se lancer, donc qui est quand même mon cœur de cible, enfin pas uniquement, mais c'est une partie. Il faut partir du principe, il faut pas avoir peur parce que tout est toujours corrigeable. C'est comme comme si jamais je dirais même quand tu fais une erreur, quand tu te trompes, que tu foires un dégradé, que tu pousses ton chef de service dans l'escalier, il y a toujours une solution. Donc si tu as dilué assez tes peintures, tu remets une dose et ça ira. Pour le chef de service, un peu d'acide dans une baignoire. Sinon, du glanzer pour faire retirer la peinture et le problème est réglé. Tout simplement, ouais. Le glanzer comprend. Le glanzer pardonne. Oui, je suis d'accord avec ça. Faut pas avoir pour les Belges, on n'a pas de glanzer. Alors du liquide de frein, ça marche aussi. C'est juste un peu plus toxique. Ah, c'est pour ça alors. C'est pour ça. Bon, Tom, un petit mot de la fin. Rien d'autre à rajouter. Je trouve que le conseil était très judicieux. Je ne saurais que dire de plus. Vraiment, si ce n'est prenez votre temps, faites-vous plaisir et tout, donnez-vous à fond dans la peinture, le jeu, jouez. Voilà. Et puis... de toute manière, c'est beau, c'est magnifique. Après l'effort, le réconfort, de toute façon, je vous sens assez impatient d'aller au bar tous les deux. Vous allez vous retrouver autour d'un verre après ça, au moins, non Une bonne petite bovale. Je prends le Thalys, je saute dans le Thalys, là. Juste dès qu'on coupe. Oui, j'en attends pas moins. Écoutez, pour nous, il est temps de se dire au revoir. À très bientôt quand même, puisqu'on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo Fluff. Et mardi prochain, pour un nouveau live. Petit mot quand même de conclusion, c'est vrai que j'ai oublié de le signaler au début du live. Aujourd'hui ont été créés les groupes Facebook privés pour les participants à la campagne pour Warhammer 40 000 Venetian Sector. Vous avez tous été invités individuellement en principe. Donc vous avez reçu votre invitation dans Messenger à rejoindre ces groupes privés. Pourquoi des groupes Facebook privés ? Pour être réunis entre joueurs d'un même camp uniquement, afin de pouvoir tout simplement causer stratégie, quelle planète attaquer en priorité, laquelle défendre en priorité, éventuellement requérir le soutien de vos alliés, et également crafter toute photo retouchée de propagande pour votre camp, genre propagande impériale et compagnie, à transmettre aux joueurs des autres camps, bien sûr. La guerre psychologique a déjà commencé avant la campagne, ça s'envoie déjà des crapuleries. Donc voilà. Si vous n'avez pas reçu, si vous vous êtes inscrit, vous avez rempli le formulaire d'inscription à la campagne, vous n'avez pas reçu d'invitation personnalisée,
signalez-le moi sur Planet 4 Game Insiders, hein, faites-moi un petit coucou. Je vous l'enverrai ou on réglera ça ensemble, votre inscription. Mais tous les participants inscrits à ce jour ont reçu leur invitation. La campagne n'a pas encore commencé, mais on peut déjà s'amuser dans l'attente, quoi. Donc voilà, sur ce petit communiqué important, je vous dis... s'amuser dans l'attente. Bien joué. Comment se fait-il que j'arrive à faire la réflexion la plus creepy pédophile avec deux personnages comme ça réunis dans un même live? Surtout. J'arrive quand même à me faceplant et à faire le truc le plus chelou. Bien. Merci beaucoup pour ta participation, Francis, à ce live. C'était un grand honneur de t'accueillir. De même. Voilà, et un vrai plaisir aussi. Donc, voilà, n'hésitez pas, hein, si vous voulez jouer les prolongations, à aller découvrir la chaîne de Francis Ménise, en lien dans la description de cette vidéo. Je le fais bien maintenant, on devient des vrais youtubeurs. Donc là-dessous, les gars. Allez-y. Cliquez sur le lien, sautez dans le portail, et vous retrouverez Francis de l'autre côté. Voilà. On vous le recommande chaudement, vous l'avez compris. Quant à la chaîne de Tom, à mon avis, ça va pas tarder. Ça va se finir en chaîne parallèle, tout ça. Hein? Oh, je suis le troisième membre de Planet Wargame, ne t'inquiète pas. Ça va pas pouvoir rester longtemps ici. Les compendiums arcana, moi. Allez, sur ce, bonne peinture, bon jeu, à très bientôt. Salut les castars.